Un complotiste, c'est d'abord quelqu'un qui se défie de ce que lui disent les autorités, qui se dit « je doute a priori de la véracité de ce qu'on est en train de me dire là ». Pourquoi ? Parce que les puissants ont intérêt à me cacher la vérité. Parce que si les puissants me disaient la vérité, ils ne seraient plus les puissants. Tous ceux qui détiennent un capital ont, par définition, la volonté de protéger leur capital, voire de le faire croître. Et si pour ça, il faut mentir au peuple, et si pour ça, il faut faire passer le peuple pour des idiots, c'est le pouvoir dans sa version idéologique. Il doit consister à écarter, à diaboliser, voire à criminaliser la pensée non conforme. Croire que le président incarne le pouvoir du peuple, bon, c'est une naïveté que je n'ose pas commenter. Moi, j'ai plutôt l'impression que les hommes politiques ou les femmes politiques sont les membres d'une mafia et je ne me vois pas voter pour le parrain. Le stoïcisme n'est en aucun cas une philosophie de la passivité. C'est une philosophie de la lucidité. La passivité, ça veut dire je renonce parce qu'après tout, je peux rien faire. C'est pas ça que dit le stoïcisme. Le stoïcisme dit tu dois agir sur ce qui dépend de toi et tu dois te désintéresser de ce qui ne dépend pas de toi. Qu'est-ce que ça voudrait dire être actif sur ce qui ne dépend pas de soi? Ça n'a pas de sens. En revanche, il y a plein de choses qui dépendent de nous, auxquelles on ne pense pas tellement on est occupé à penser à ce qui ne dépend pas de nous. Ben, c'est là-dessus qu'on doit agir. Et là, on va voir vraiment une amélioration de notre état émotionnel, affectif. Parce qu'on va se rendre compte qu'on produit des résultats. Et en fait, c'est ce déplacement d'énergie, ce déplacement d'investissement affectif vers ce qui dépend de nous, qui fait toute la différence et qui fait qu'on se sent mieux. Charles Robin, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir enfin sur la chaîne Antithèse. On a pris du temps avant de pouvoir organiser ça. Mais voilà, bienvenue. Merci. Alors avant de commencer, j'encourage rapidement les auditeurs à s'inscrire à notre newsletter gratuite. C'est un bon moyen de nous suivre et d'être tenu informé de nos actualités et de bénéficier de contenus exclusifs. Le lien est en description. Merci pour votre soutien. Maintenant, Charles Robin, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement ? Charles Robin, mais on me connaît davantage sous mon pseudonyme, le Précepteur. Je suis vulgarisateur de philosophie à travers une chaîne YouTube, le Précepteur, un podcast, où je présente la pensée de ce qu'on appelle les grands philosophes, avec tout le vague que ce terme autorise. Je parle de Platon, je parle de Spinoza, je parle de Schopenhauer. Je peux parler aussi d'auteurs un peu plus méconnus, un peu plus confidentiels, voire d'auteurs qui ne sont pas considérés comme des philosophes. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant parler d'auteurs considérés comme philosophes, qui ont un statut de philosophe. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent, ce qu'ils pensent. Et je fais partie de ceux qui considèrent qu'on peut trouver de la pensée pertinente chez tout le monde, y compris chez des non-philosophes. C'est pour ça que mon credo, c'est à la fois de rendre la philosophie la plus accessible et la plus concrète possible. Et je pense que beaucoup de vulgarisateurs ne font pas cet effort de se mettre au niveau de leur lectorat ou de leur audience, comme s'ils voulaient montrer qu'ils maîtrisaient les concepts, qu'ils maîtrisaient les courants de pensée, pour se donner une sorte d'aura d'autorité. Et moi, j'essaye de prendre un peu le contre-pied de cette tendance, c'est-à-dire de montrer qu'on peut parler de philosophie et même faire de la philosophie en profondeur sans tomber dans le jargonnage. On doit employer des termes techniques, parce que la philosophie est faite de termes techniques, mais on doit les rendre compréhensibles. Donc au moins les définir ou les illustrer par des exemples. Donc ça, c'est vraiment la dimension de mon travail à laquelle je suis très attaché. Et aussi, donc la deuxième chose, c'est essayer de parler de toutes les pensées, indépendamment, je dirais, du camp auquel elles appartiennent ou dans lequel on va les ranger. C'est-à-dire que c'est non idéologique ou politique, quoi. Voilà. Ouais. Alors évidemment, je ne crois pas dans la neutralité, c'est-à-dire que quand je parle d'un auteur, je le fais à partir de ma propre sensibilité, à partir de ma propre lecture et de ma propre compréhension. Mais ça, je pense que c'est le lot de tous les mortels que nous sommes, d'être des êtres subjectifs,
par définition. Donc on peut viser la neutralité, mais on ne l'atteint jamais. En revanche, on peut atteindre l'honnêteté. Et l'honnêteté, ça consiste, quand on parle d'un auteur par exemple, à ne pas lui faire dire ce qu'on sait qu'il ne dit pas. C'est essayer de rester le plus fidèle possible à sa pensée, mais bien évidemment qu'on va instiller, même inconsciemment, ce qu'on pense nous-mêmes, ou en tout cas la manière dont on pense avoir compris ce que dit l'auteur. Mais tous les professeurs en sont là. Je veux dire, à moins d'être professeur de mathématiques et encore, tous les profs de sciences humaines, de sciences sociales ou de littérature sont biaisés. Donc il vaut mieux l'assumer plutôt que de le nier. Mais par contre, moi je compense ça par le fait que je vais parler de philosophes qui appartiennent à tous les camps. Et ça ne me dérange pas de faire un épisode sur Bakounine et vraiment de défendre son propos, parce que quand je parle d'un philosophe, j'essaye de défendre son propos, sinon quoi, je n'en parlerai pas. Je ne fais pas partie de l'école de ceux qui parlent d'un auteur pour le critiquer, ou qui parlent d'un auteur pour montrer à quel point c'est stupide, parce que je pense que c'est trop facile, et ça participe d'une logique un peu narcissique, contemporaine, à laquelle je n'ai pas envie de m'affilier. Mais toujours est-il que je peux faire un épisode sur Bakounine, ou sur Kropotkin, ou sur Marx, et le lendemain faire un épisode sur Ayn Rand, sur Jean-Paul Sartre, sur des auteurs libéraux, antilibéraux, marxistes, capitalistes. Ça m'est égal. Ça m'est égal. Et je sais qu'il y a une tendance à vouloir essayer de deviner les opinions politiques de celui qui parle, et pour ça, de se demander de qui il parle. En se disant, il parle forcément d'auteurs avec lesquels il est d'accord. Eh dans mon cas, c'est vrai, mais ça veut dire que je suis à la fois d'accord avec Bakounine, Kropotkin, Marx, Ayn Rand, Sartre, Spinoza, Schopenhauer, parce que je pense qu'ils ont tous quelque chose à dire et quelque chose qui mérite d'être entendu. Et donc vous n'avez pas personnellement, par exemple, de vision particulière sur certains philosophes, ou si quand même personnellement, j'imagine, il y a des préférences ou des appétences qui ne ressortent pas, mais... Il y a des préférences, mais qui ne se traduisent pas par de l'adhésion intellectuelle, et encore moins de l'adhésion intellectuelle à 100%. C'est-à-dire que j'ai une grande affection pour quelqu'un comme Schopenhauer. Mais c'est une affection qui dépasse un petit peu mon approbation de sa pensée. C'est pas que je suis d'accord avec lui, c'est que je comprends ce qu'il veut dire. Et je comprends pourquoi il le dit. Et ensuite, je le trouve excessif, mais je trouve que ça fait aussi partie de son personnage et de son talent. D'une certaine manière, si Schopenhauer n'était pas excessif, il serait moins intéressant, et donc je me serais peut-être jamais penché sur lui. Maintenant, je trouve qu'il y a un sectarisme ambiant qui fait que, quand on ne partage pas la thèse d'un auteur, on s'interdit d'être d'accord avec lui, quoi qu'il dise. Et ça, je pense que c'est vraiment un travers, et c'est l'anti-philosophie, ça. Parce que la philosophie, c'est le contraire du dogmatisme et du sectarisme. Le sectarisme, c'est quand on considère que tel auteur appartient à tel camp, et que donc, sinon on n'est pas du même camp, il ne faut pas dire que ce qu'il dit peut être juste, ou qu'on peut être d'accord, ou que ça se défend. Et moi, je fais exactement le contraire, c'est-à-dire essayer de trouver chez un auteur ce que je trouve pertinent, indépendamment de savoir si je suis d'accord avec lui ou pas. J'ai beaucoup de mal, par exemple, avec Sartre, et pourtant j'ai fait beaucoup d'épisodes sur Sartre. C'est ce que j'allais dire, Sartre, effectivement, pour quelqu'un de droite, par exemple, ouais. sera un peu le diable. Oui, alors pour quelqu'un de droite, mais aussi pour une certaine gauche, parce que Sartre, c'est l'existentialisme, et l'existentialisme, c'est l'idée que l'homme est parfaitement libre. L'homme, l'être humain, est parfaitement libre. Et parfaitement libre, indépendamment de tous les déterminismes, y compris les déterminismes sociaux. Et Sartre a des phrases extrêmement dures. Il dit que toute personne qui se réfugie derrière le déterminisme est un lâche. Et qu'en réalité, nous n'avons pas d'excuses. Si nous ne faisons pas quelque chose, c'est parce que nous décidons de ne pas le faire. On a toujours le choix. Et donc, si on a toujours le choix, la conclusion, c'est qu'on a la vie qu'on mérite. Et ça, c'est pas très de gauche de dire ça. C'est pas très marxiste. Sartre n'était pas marxiste. Mais disons que Sartre a des ennemis de droite et il a des ennemis de gauche. Et c'est pour ça que moi je me sens très à l'aise dans le fait de parler de lui. C'est-à-dire que moi je suis plutôt spinozien. Je pense que les choses sont déterminées et qu'on peut éventuellement prendre conscience de ce qui nous détermine. Mais par contre, Sartre, lui, il pense que les déterminismes n'ont pas d'impact sur nos décisions, puisque à chaque instant, on décide. Voilà. Donc je ne suis pas du tout de l'école existentialiste. Mais je reconnais que parfois, l'ultra-déterminisme qui consiste à dire que tout est joué d'avance finalement, ceux qui confondent le déterminisme avec le fatalisme,
Ce discours me hérisse tellement que j'en viens à donner raison à Sartre quand il dit qu'il est possible d'agir au-delà du déterminisme. Et c'est aussi cette espèce de va-et-vient qui est très lié à l'humeur et à la sensibilité. C'est quand j'entends un discours que je trouve caricatural, que je trouve schématique ou que je trouve trop idéologique, eh ben, je vais avoir tendance à donner un peu plus de crédit aux penseurs qui développent un contre-discours. Et vous avez publié récemment aux éditions Larousse un ouvrage. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être en toucher un mot? Oui, bien sûr. Alors, j'ai publié un livre qui s'appelle « La philosophie, c'est pour vous aussi », qui est un petit peu le prolongement à l'écrit de ce que je fais sur ma chaîne YouTube et mon podcast, c'est-à-dire que je présente la pensée de 20 philosophes. Et alors, j'ai inventé un format un peu particulier. Enfin, je ne sais pas si je l'ai inventé d'ailleurs, mais en tout cas, c'est un petit peu la marque de fabrique de ce livre. C'est que ça part toujours d'une histoire très concrète, très incarnée, une situation, parfois même d'une référence de film, comme Forrest Gump, par exemple. Je parle de Rocco Siffredi, je parle de choses qui paraissent anecdotiques et sans rapport avec la philosophie, mais qui en fait illustrent une idée. Et après cette petite histoire, je fais la transition vers l'auteur qui développe cette idée sur un plan philosophique. Et ce format permet aux gens de s'apercevoir qu'on peut faire de la philosophie avec presque tout. Et surtout qu'on peut faire de la philosophie même si on n'a pas le bagage en philosophie, que ce soit le bagage en termes de vocabulaire, en termes de connaissances, des doctrines ou des auteurs. Il n'y a vraiment pas du tout besoin d'avoir déjà lu de la philosophie pour lire ce livre. Au contraire, je dirais même c'est le premier livre que je recommanderais désormais pour s'initier à la philosophie. Donc il y a ce livre, et puis il y a aussi, plus récemment, ma bande dessinée Philorama, qui avait déjà été publiée il y a quelques années, qui est rééditée aujourd'hui chez Larousse. Et est-ce que vous sentez une appétence des jeunes, par exemple, pour la philosophie? Votre chaîne a plus d'1 million d'abonnés, donc un succès certain, certainement dû à votre capacité de vulgarisation, comme vous disiez, mais est-ce que vous ressentez que parmi les jeunes générations, ou en tout cas la population, même de manière générale, il y a une appétence pour la philosophie, peut-être plus que ce qu'on dit habituellement Oui, plus que ce qu'on dit habituellement, ça, j'en suis convaincu. Je dirais qu'il y a une appétence pour la réflexion, la compréhension et la recherche de sens. Il se trouve que dans mon cas, et je pense que c'est pas anodin, ma chaîne a vraiment pris une grande envergure pendant le confinement. Le confinement, c'est une période qui a marqué énormément la population. Négativement, parfois positivement. Parce que ça a été une période d'une telle remise en cause de tout. On s'est rendu compte qu'on pouvait vivre sans être dans le rythme effréné, métro, boulot, dodo. On pouvait enfin prendre le temps de lire, de se cultiver. Certains ont entamé des reconversions professionnelles pendant le confinement. Certains se sont séparés, ont divorcé pendant le confinement. Non pas parce que le confinement a brisé leur couple, mais parce que le confinement leur a permis de se rendre compte qu'ils n'étaient pas heureux en couple. Donc ça a eu des effets très négatifs. Moi, je pense notamment aux jeunes qui se retrouvaient privés de tout contact social, ne pouvant pas aller à l'école. Etc. Le masque, alors là, le masque, c'est... Le masque et le pass, ouais. Ouais, le masque, je pense, c'est vraiment une horreur quand on est jeune, parce que le visage, c'est quand même l'interface de l'âme, c'est-à-dire c'est ce par quoi on fait passer les émotions, les affects, et donc d'avoir la moitié du visage recouvert fait qu'on passe à côté de beaucoup d'informations émotionnelles, et donc on se retrouve vraiment isolé, même quand on a quelqu'un en face de soi. C'est vraiment la juxtaposition des solitudes. Et ça, je trouve que ça a eu des effets délétères. Je le sais d'autant plus qu'à l'époque, j'étais encore professeur particulier et que je donnais mes cours en visio et je voyais bien le moral de mes élèves qui était vraiment en berne. Mais tout ça pour dire qu'à cette période-là, il y a eu un besoin de sens. Et ma chaîne a constitué pour pas mal de personnes un moyen, non pas de répondre à leurs questions ou de résoudre leurs doutes, leurs angoisses. Je n'ai pas cette prétention, mais ça a permis de donner matière à penser, c'est le slogan de ma chaîne, c'est-à-dire de se poser pour réfléchir et de se poser sur des questions qui nous concernent tous, des questions liées à l'existence de tout un chacun, et enfin prendre le temps d'y repenser, d'y réfléchir et d'essayer de pointer des rayons de lumière sur ce qu'on a vécu. Moi, je n'ai pas de prétention autre que ça. Et si je parle de tous les courants de pensée sur ma chaîne, c'est parce que je sais que derrière l'écran, il y a un auditeur qui ne sera peut-être pas intéressé par tel auteur, mais qui le sera par tel autre,
Et c'est ça l'idée, c'est de donner à chacun de la nourriture pour la pensée et d'essayer de donner du sens. Donc oui, je pense que les jeunes ont un besoin de sens dans une période qui est marquée par une forme de précarité existentielle, par une forme d'incertitude du lendemain. Ce qui est assez paradoxal d'ailleurs parce qu'on est quand même dans une période historique, hein, là je veux vraiment parler en termes de séquence historique, où finalement, matériellement, ça va plutôt en France, hein, ça va plutôt, même s'il y a de la pauvreté, même s'il y a de la misère. Mais c'est sûr qu'en comparaison au XIXe siècle, par exemple... C'est ça, exactement. Donc on a ce luxe, en moyenne, disons, de pouvoir un peu plus se poser des questions que nos aïeux n'avaient pas forcément le temps de se poser. J'en parlais encore avec une amie dernièrement, on parlait de la différence de l'éducation que nous donnons à nos enfants aujourd'hui par rapport à l'éducation que nous avons reçue de la part de nos parents, et plus encore par rapport à l'éducation que nos parents ont reçue de la part de nos grands-parents. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois, il y a quand même une étape qui est franchie en termes de conscientisation du parent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas moi je le vis comme ça, j'ai l'impression d'être vraiment très soucieux de bien éduquer mon enfant, d'être attentif, disponible, à l'écoute, de faire attention à ce qu'il ne joue pas avec les écrans, de faire attention à ce qu'il prononce bien les mots, des choses comme ça, le reprendre. Et j'ai été très bien éduqué, hein, mais je ne me souviens pas qu'il y ait eu un tel souci de la part de ma mère, en l'occurrence, pour vraiment faire attention à ce que j'évolue et que je grandisse dans de bonnes conditions. Les rendez-vous chez le pédiatre, moi je sais que mon carnet de santé, il y a 2 pages remplies, c'est les pages de l'accouchement. Et ensuite, il n'y a quasiment plus rien. Non pas que ma mère me laissait être malade sans que j'aille chez le médecin, mais disons qu'on n'allait pas aussi systématiquement chez le pédiatre, faire tous les rendez-vous, etc. C'était un peu plus libéral, dirons-nous. Donc je constate une évolution des consciences au fil des générations, et quelque part, je salue cette évolution parce que c'est une évolution qui permet aussi de s'intéresser et de s'interroger sur comment être une meilleure personne. En parlant de crise de sens, je ne sais pas si vous connaissez le psychologue autrichien Viktor Frankl, qui a travaillé sur, effectivement, alors c'est un personnage très intéressant parce qu'il a été dans les camps durant la Seconde Guerre mondiale, puis il est ressorti, et puis il a théorisé plein de réflexions sur ce qu'il appelle une névrose noogène, c'est-à-dire une névrose de civilisation. Donc l'Occident serait caractérisé par un manque de sens qui aboutit à la dépression, l'agression et l'addiction. Mais donc ce serait ce manque de sens qui aboutirait en fait à ces dérives et à ce qu'on constate effectivement aujourd'hui dans notre société, ce qui fait écho effectivement à ce que vous disiez aussi. Tout à fait. Il y a vraiment pour moi un paradoxe, c'est-à-dire une conjugaison de 2 choses contradictoires aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la fois, comme je le disais tout à l'heure, on évolue dans des conditions matérielles qui sont plutôt favorables au regard de l'histoire, mais en même temps, c'est comme si ce confort-là faisait qu'on n'avait plus vraiment de motivation à affronter les difficultés. D'où d'ailleurs, je pense, l'augmentation de ce que j'appellerais l'hypersensibilité. Hein, l'hypersensibilité, ça veut dire que, il y a 100 ans, disons que le travail était extrêmement dur, pénible, les conditions de vie étaient dures, pénibles, on pouvait perdre des enfants en bas âge, hein, le taux de mortalité infantile, donc on vivait des épreuves dans la vie quand même qui faisaient de nous des êtres plus durs qu'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit que les combats vont plus concerner des questions de reconnaissance. Des questions de reconnaissance, des questions de perception de l'autre. Voilà. On ne supporte pas que les autres nous jugent, nous qualifient ou nous disqualifient. On ne supporte pas d'être prisonnier du regard social. Et j'entends ça, et je le comprends. Mais je me dis que si c'est ça notre difficulté civilisationnelle aujourd'hui, à savoir le fait que voilà, les gens nous perçoivent d'une façon qui ne nous plaît pas, je dis ça va, ça veut dire qu'on évolue quand même, ça veut dire qu'on avance dans le bon sens. Et donc l'hypersensibilité qui consiste parfois à s'offusquer, je dirais, d'un certain type d'humour,
l'humour des années 70, 80, qui pouvait être teinté de beaufitude, qui pouvait être teinté de xénophobie. C'est les bronzés, quoi, en gros. Oui, tout à fait, exactement. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça ne passerait plus. C'est devenu un lieu commun de le dire. Mais effectivement, l'humour d'il y a encore 20 ans, c'est pas si vieux, aujourd'hui ne passerait plus. Quand je dis ne passerait plus, ça veut dire qu'il y aurait soit des plaintes déposées pour injure publique, incitation à la haine, ou même il y aurait des tribunaux populaires sur X qui se mobiliseraient pour dire c'est scandaleux, on ne peut pas dire ça. D'ailleurs, ça arrive encore. Mais ça arrive encore sur des choses qui sont devenues tellement dérisoires que je trouve que parfois ça tourne au ridicule. Des fois, on fait quand même des procès où la mauvaise foi le dispute à la susceptibilité. Et donc, je vois une sorte à la fois d'évolution des consciences que je trouve positive, parce que c'est se soucier de l'autre. Cette évolution, pour moi, c'est on se soucie de l'autre, mais c'est en même temps un rapport très narcissique au souci de l'autre. C'est-à-dire que parfois, on dit il ne faut pas dire ça parce que ça peut choquer, on ne peut pas dire ça parce que ça peut blesser, mais très souvent, on veut surtout se montrer au monde et se présenter au monde comme un justicier qui lutte pour la bonne cause, alors que soi-même, quand on va fouiller un petit peu des fois dans les dossiers, dans les tiroirs ou dans les historiques, on s'aperçoit que c'est jamais aussi pur. Et j'ai l'impression que peut-être les gens s'identifient beaucoup aussi à leurs idées, à ce qu'ils pensent, à leurs émotions, et dès qu'ils sont, ils se sentent agressés dans leur identité, dès qu'on remet en question leurs avis, quoi, en gros. Alors moi, j'ai une formule pour ça qui fait bondir beaucoup de monde, et je pense que ce sera le cas aussi aujourd'hui. Je dis souvent, la politique est la nouvelle religion. Et en disant ça, je crois que c'est à la religion que je fais offense, en réalité. Parce que quand je dis la politique est la nouvelle religion, je veux dire qu'aujourd'hui, on est dans une société largement laïcisée, surtout en France. On a une grande histoire de laïcité, comparée à énormément de pays dits occidentaux. Et la majorité de la population française aujourd'hui est athée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un héritage culturel chrétien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une imprégnation philosophique, intellectuelle du christianisme. Ça veut dire que la plupart des gens ne croient pas en Dieu. Mais sauf que Dieu, c'est pas juste un objet de croyance. C'est aussi un objet d'investissement affectif. Et c'est l'idée, dont on parlait juste tout à l'heure, de donner du sens. Et dans un monde où Dieu n'existe plus, où Dieu est mort, comme disait Nietzsche, eh bien, on le ressuscite à travers la politique. C'est-à-dire, on n'est plus en croisade contre les athées, les impies, les païens ou tout ce qu'on veut. On est en croisade contre les extrêmes, les fascistes, ou les communistes, ou les extrêmes centristes. Mais dans tous les cas, il faut se mobiliser pour lutter contre les forces du mal. Évidemment, je mets des guillemets, c'est une métaphore. Mais les processus et les ressorts psychologiques à l'œuvre sont vraiment très similaires. C'est vrai que l'obscurantisme, vous décrivez en fait une forme d'obscurantisme qui s'est déplacée à... Oui, en fait, quand je dis la politique est la nouvelle religion, je veux dire que la politique est le lieu d'un sectarisme intellectuel qui fait qu'on part du principe qu'on a raison et que l'autre a tort, et que quand on s'aperçoit que l'autre a tort, ou quand on veut démontrer que l'autre a tort, eh bien, on le présente comme dangereux. De la même façon que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu pourrait se laisser tenter par le diable, c'est quelqu'un de dangereux. Donc on ne va pas le juger et le condamner au nom de sa croyance, on va toujours le juger ou le condamner au travers du danger qu'il représente pour la société et pour l'harmonie de la société. Et on fait exactement la même chose en politique, c'est-à-dire qu'on remplace l'argument par l'invective, on remplace la critique par l'anathème, et donc on se dispense de débattre sur le fond, parce que le but c'est de diaboliser l'adversaire. C'est de dire que ses idées ne sont pas acceptables, c'est de dire que ses idées sont dangereuses. Et moi je suis très méfiant à l'égard des gens qui utilisent l'argument du danger et qui mobilisent l'idée de menace pour disqualifier un adversaire idéologique. Donc oui, il y a vraiment ce parallèle que je vois entre la politique et la religion, et je vois beaucoup de jeunes qui sont des convertis en politique. C'est-à-dire qui vont passer d'un camp à l'autre, ou qui vont se mettre au service d'une cause, alors même que cette cause-là, elle n'est pas du tout dans leur intérêt. C'est-à-dire,
des jeunes bourgeois qui prétendent défendre les classes populaires ou qui prétendent défendre les prolétaires ou les minorités. Et on s'aperçoit que ces gens, y a très peu de prolétaires autour d'eux. On s'aperçoit que ces gens, il y a très peu de minorités dans le répertoire de leur téléphone. On s'aperçoit que ces gens, ils ont des professions libérales, qu'ils sont médecins ou qu'ils sont avocats, bref. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas se soucier du sort des opprimés quand on est un privilégié. Je dis que je constate très souvent que les privilégiés ont une vision des opprimés qui est une vision fantasmée, laquelle leur permet de se donner une conscience de justicier, de se regarder dans le miroir et de se dire « je suis une bonne personne, la preuve, je défends les opprimés ». Et on s'aperçoit que très souvent, les opprimés en question n'ont pas du tout la même vision du monde, n'ont pas du tout les mêmes opinions politiques que ceux qui sont censés les défendre ou que ceux qui sont censés parler en leur nom. Donc il y a cette espèce de choses qu'on retrouve comme dans la religion, c'est-à-dire de faire œuvre de charité, d'aumône à l'égard de son prochain, à l'égard des démunis. J'ai un peu l'impression qu'il y a ça aussi qui se met en place dans le militantisme politique, le fait de parler au nom des autres, quoi. Et puis aussi le fait de vouloir faire advenir le bien sur Terre. Hein, faire advenir le bien sur Terre, c'est-à-dire de vouloir transformer la société. Hein. C'est intéressant quand même quand on y réfléchit, la prétention à vouloir transformer la société, c'est pas rien. Ça veut dire qu'on estime que notre vision du monde mérite d'être... dominante, ouais. Ouais, d'être mise en pratique dans le monde matériel. Cette vision du monde, c'est celle qui doit advenir. C'est quand même assez... je veux dire, c'est normalisé aujourd'hui de lutter pour ses idées, de lutter pour son modèle, son idéal, peu importe. Mais quand on y réfléchit, c'est Ionesco qui disait qu'il y avait toujours un germe de totalitarisme dans l'idéal de justice. Parce que cet idéal de justice, quand on veut l'imposer, c'est qu'en réalité, il n'est qu'un alibi. Autrement dit, ce n'est pas parce que c'est juste qu'on veut l'imposer, c'est parce qu'on veut l'imposer qu'on le présente comme juste. Et je crois beaucoup à ça. Et j'ai l'impression que les gens les plus ouverts à l'autre, les plus tolérants, les plus aptes au débat, à la discussion, à la remise en question, ce qui me semble être plutôt des qualités humaines, eh bien, ce sont des gens qui ne cherchent pas à imposer leur modèle de société. Justement parce que quand on se pose des questions, quand on doute, quand on se dit que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, on n'a pas un modèle de société. Donc, on n'a pas l'envie ni l'impulsion de vouloir l'imposer, ce modèle, puisqu'on ne l'a pas déjà. Il faut avoir déjà une certaine forme d'arrogance intellectuelle pour penser qu'on détient le bon modèle. Et ça me fait d'ailleurs penser à certains défenseurs de vérité, pour ne pas les nommer Conspiracy Watch par exemple, qui portent un anathème sur ce qu'ils appellent les complotistes ou les conspirationnistes. Alors je sais que vous avez fait des vidéos sur ça et ça me fait penser effectivement à ces défenseurs du bien en fait, en tout cas qui s'arrogent, je dirais, le droit de juger quelle pensée est bien ou pas. Ben là, c'est bien parce qu'on complète un petit peu la triade platonicienne, c'est-à-dire que là on avait le bien, hein, on a parlé du bien, et puis là on a le vrai. Donc on a le ministère de la vérité. Hein. Le ministère de la vérité, au nom duquel, prochainement, potentiellement en tout cas, dire quelque chose, je ne dirais pas de faux, dire quelque chose qui contredit la version officielle pourrait devenir un délit. Et il faut bien prendre conscience à la fois de la gravité que ça représente, mais en même temps du fait que ce ne serait pas du tout absurde compte tenu de la logique dans laquelle on se trouve depuis plusieurs années, et notamment avec cette mise en avant des fact-checkers ou des zététiciens, qui sont un peu l'équivalent, mais version Internet, disons, et qui est de dire, voilà, il y a une position dite scientifique sur une question, et si vous ne la partagez pas, eh bien vous êtes un anti-science, ou vous êtes un complotiste, ou vous êtes peut-être même un agent russe. Voilà. Parce qu'il y a le complotisme autorisé. Hein. Le complotisme autorisé, c'est de dire que la Russie essaye de s'infiltrer dans certaines sphères
intellectualo-médiatique française. Voilà. Donc bon, toujours est-il qu'on a pu assister à l'échec et à l'effondrement de ce système de fact-checking, parce que évidemment, c'est fatal en fait, c'est fatal. À force de se moquer de gens qui disent des choses qui vont à l'encontre de la version officielle, et que on finit par s'apercevoir que ces gens avaient raison. Alors attention, ils avaient peut-être raison pour des mauvaises raisons, ils avaient peut-être raison par intuition, ils avaient peut-être raison par méfiance. Hein, parce que pourquoi les gens, la plupart, adhèrent à des discours alternatifs? C'est pas pour le plaisir d'adhérer à des discours alternatifs. C'est parce qu'à un moment donné, ils ont l'impression qu'on leur ment. Quand je dis on, c'est la classe politique, la classe médiatique, et indépendamment des appartenances, hein, qu'on soit bien d'accord, des mensonges politiques, il y en a dans tous les camps. Hein, c'est vraiment pas l'apanage de la gauche, de la droite ou du centre. Hein. Pour moi, la politique est un mensonge en soi. Là-dessus, je suis du côté de Simone Veil. La politique pousse au mensonge, puisque la politique, c'est la conquête du pouvoir. Et si la finalité, c'est la conquête du pouvoir, tous les moyens sont bons. Hein, Machiavel l'a expliqué bien avant nous. Pour en revenir à ce que je disais, le fact-checking, c'est l'idée que certaines choses sont acceptables à dire et d'autres ne le sont pas. Donc c'est une manière de capitonner le discours et donc de capitonner la pensée. C'est une manière de formater la pensée pour qu'on ne dévie pas de la pensée autorisée. La pensée autorisée étant la pensée qui fait autorité. Bon, ça a été écrit par Orwell, je veux dire, il n'y a même presque plus rien à ajouter. Moi, j'ai été critique envers, non pas la zététique, mais envers un certain usage de la zététique que je trouvais biaisé politiquement et idéologiquement. C'est-à-dire que la zététique, je ne vois pas comment, en tant que philosophe, ou plutôt en tant qu'ami de la sagesse, hein, comme disait Pythagore... Ouais, c'est l'art du doute, en gros, la zététique. Hein. C'est l'art du doute, oui, voilà, c'est ça. C'est l'art du doute, et c'est l'idée que quand on est face à une affirmation, face à un énoncé, plutôt que de l'accepter tout cru, on va le vérifier, on va le soumettre à l'examen critique, on va le soumettre au test, à la vérification. La vérification passant souvent par la tentative de réfutation, ce qu'on appelle la réfutabilité chez Popper. Bref, on va mettre en place une méthodologie scientifique, scientifique là je dirais au sens courant du terme, pour voir si l'énoncé est crédible ou pas. C'est-à-dire si on peut lui apporter notre crédence, notre croyance. Et finalement, au nom de cette méthode, sur laquelle je n'ai strictement rien à dire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on sélectionne des discours pour montrer que ces discours sont dans l'erreur, et on ne touche pas, on évite soigneusement de s'attaquer à d'autres discours, ce qui fait qu'à l'arrivée, on a l'impression que tel type de discours est forcément faux, stupide, infondé, tandis que les autres discours, puisqu'ils ne sont jamais soumis à l'examen, ils ne posent pas de problème. Eh bien moi, c'est ça qui me pose problème. En fait, ce qui me pose problème, c'est la zététique à géométrie variable. Ce qui me pose problème, c'est qu'on puisse, s'acharner sur un type de discours. Je prends l'exemple, le discours sur l'homéopathie ou le discours sur le New Age. C'est-à-dire que sur des choses dont je ne vois pas la nécessité et l'urgence de les combattre dans la situation que nous vivons actuellement. Je n'ai pas l'impression que le problème majoritaire pour les Français, ce soit le fait qu'il y ait des gens qui croient au New Age. Ou que ce soit ça ne fait pas vraiment de mal, quoi, au fond. Exactement. Alors je connais l'argument qu'on va m'opposer. On va me dire que quand on croit des choses fausses ou quand on croit des choses pour des mauvaises raisons, c'est comme mettre le doigt dans l'engrenage de l'endoctrinement, de l'embrigadement sectaire et que ça peut avoir des conséquences. Oui, mais à ce moment-là, je veux dire, on peut tout extrapoler comme ça. Hein, je veux dire. Puis d'autant que leur position radicale de pointer du doigt ces gens ne fait que radicaliser le camp en face. Bon, voilà, il y a aussi ça. Alors ça, c'est, je dirais, le deuxième volet. Bon, sur lequel je veux bien entendre que des personnes aient besoin d'une critique frontale pour remettre en question ce qu'ils pensent. Mais dans les faits, j'observe l'inverse. J'observe la réactance et la crispation égotique de chacun dans ses positions. Ce qui est normal, parce que moi, je vois des gens s'étonner du fait que, après avoir insulté ou avoir moqué une catégorie de gens, s'étonnent
d'avoir des retours de bâton et de rentrer dans des polémiques et ont l'impression qu'on les persécute. C'est pas qu'on te persécute, c'est qu'on te répond et que tu réponds à la réponse, et c'est comme ça que se met en place la mécanique du conflit, en fait. Mais on n'est pas obligé de mépriser les gens qu'on contredit. D'ailleurs, on n'est même pas obligé de désigner les gens qu'on contredit. On peut simplement s'attaquer à une croyance, à une pensée, à un corpus. Et ça ne va pas nécessairement de pair avec le fait de se moquer de ceux qui ont ce discours ou qui y adhèrent. Et puis, je veux dire, une grande partie du public, quand il écoute un discours New Age, il n'a pas besoin qu'on vienne lui souffler à l'oreille ce qu'il doit en penser. C'est-à-dire que la diffusion d'un discours en soi ne représente pas un danger. On a l'impression que parce qu'un discours est diffusé, il va contaminer, il y a vraiment je trouve, ce rapport... un virus, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, au virus. La contagiosité des idées. L'idée que si on entend quelque chose de faux, comme des rhinocéros, pour reprendre l'exemple de Ionesco, on se mettrait aussitôt à adhérer à ce qu'on vient d'entendre. Mais c'est quand même une vision extrêmement infantilisante et condescendante de l'humanité. Et qui vient souvent de la part de démocrates, soi-disant. Absolument. Mais oui, mais ce sont des démocrates qui ont une vision de la démocratie dans laquelle ils doivent protéger les gens contre les fausses nouvelles ou contre la menace obscurantiste ou le danger des fake news. Donc il y a toujours cette idée de se présenter comme un justicier, comme un héros, comme un chevalier qui est là pour faire advenir la justice dans le monde. Que ce soit la justice à travers la vérité, à travers la politique, à travers le bien. Juste un point, ça me fait penser à l'affaire Epstein, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais en tout cas c'était assez, assez drôle de voir que sur les plateaux de télévision, France Télévisions, ils étaient bien obligés là de se dire en fait les complotistes avaient raison. Enfin, il y a eu des émissions notamment, je crois que c'était C'est ce soir, où des experts en complotisme, en tout cas, étaient là et disaient c'est difficile il y a beaucoup d'éléments factuels et à un moment donné, là, les complotistes avaient raison. Ils avaient de la peine à le dire, mais ils étaient un peu obligés de... Mais quelque part, ils avaient de la peine à le dire, mais ils ont créé eux-mêmes leur peine à le dire. C'est-à-dire que ça fait des années que les complotistes sont montrés du doigt comme étant des gens qui délirent ou bref, peu importe. Et donc, le jour où on s'aperçoit que sur un dossier particulier, ce que disaient les dits complotistes était vrai, on se retrouve à se dire « Ah, finalement, ils avaient raison ». Mais il aurait suffi de ne pas les traiter de complotistes au départ pour ne pas se retrouver dans cette situation de dire « Les complotistes avaient finalement raison ». Parce que là, ils se tirent une balle dans le pied en le disant. Mais en même temps, ils sont obligés de le dire, parce qu'ils sont obligés de le reconnaître. Ça se voit, ça se verrait s'ils disaient « Non, mais en fait, les complotistes avaient quand même tort parce que, pour tout un tas de raisons », alors qu'en fait, ce qu'on découvre jour après jour dans ce dossier va au-delà et bien pire, bien plus ignoble et bien plus étendu que ce que pouvait penser un complotiste. Bon, pour moi, le mot complotiste, de toute façon, c'est une création politique qui est faite pour jeter le discrédit sur une certaine forme de contestation de l'officialité. Et ce complotisme, il se nourrit de la défiance d'un nombre croissant d'individus à l'égard de la version officielle des événements, à l'égard des politiques et à l'égard des journalistes. Parce que, faut pas croire, les journalistes sont autant détestés de nos jours que les politiques, parce que ce sont deux archétypes du mensonge. La politique et le journalisme, disons, le journalisme. Certains disent le journalisme de cour, le journalisme officiel. Bref. Donc on se détourne de la parole officielle, et on va chercher des versions alternatives qui nous paraissent plus crédibles. Et c'est vrai que, je veux dire, il y a des complotistes ultra pour qui tout est un complot. Je ne sais pas si vous connaissez la blague. C'est deux complotistes qui discutent dans un bar, et il y en a un qui dit à l'autre « Tu sais qu'on n'a jamais marché sur la Lune ?» Et l'autre, il lui répond l'autre, il croit que la Lune existe. Donc il y a toujours plus complotiste que soi, c'est un dégradé. Ce que je veux dire par là, c'est que le mot complotiste, il a pour effet d'uniformiser des pensées qui en elles-mêmes sont très différentes. Ceux qui parlent de les réseaux pédocriminels d'élite ne sont pas
ne recouvre pas la catégorie de ceux qui pensent que la Terre est plate. Et quelque part, il faut vraiment avoir une grande imagination pour se dire qu'il y a une communauté ou une identité entre ces deux modes de pensée. Hein, parce que, bon, la Terre plate, c'est un sujet à part, on pourrait en discuter. Comme le dit Samuel Busseret, et je le rejoins totalement là-dessus. On a reçu d'ailleurs ici. Ouais, que vous avez reçu, qui est un garçon très honnête. Il dit on a tort de se moquer des gens qui croient que la Terre est plate, parce que déjà nous-mêmes, on ne sait pas vraiment expliquer pourquoi la Terre est ronde, mais surtout, on a tort de croire qu'ils n'ont pas d'arguments. Bien sûr qu'ils ont des arguments. Ils ont même des arguments difficiles à réfuter. Mais on peut avoir des bons arguments et être dans l'erreur, comme on peut être dans le juste sans avoir d'arguments. Lequel est le plus dans le juste finalement ? Celui qui a raison sans savoir pourquoi ? Ou celui qui a tort alors qu'il a des arguments ? Ça mérite d'être discuté tout ça. Donc tout ça pour dire que le complotiste, c'est pas quelqu'un qui adhère, je dirais, à un bloc, à un corpus, à toute une liste de choses avec lesquelles il faut être en désaccord. C'est pas ça. Un complotiste, c'est d'abord quelqu'un qui se défie, qui se méfie et se défie de ce que lui disent les autorités. Qui se dit, je doute a priori de la véracité de ce qu'on est en train de me dire là. Pourquoi ? Parce que les puissants ont intérêt à me cacher la vérité. Parce que si les puissants me disaient la vérité, ils ne seraient plus les puissants. Ils s'autodestitueraient. Donc ils sont obligés de masquer, de dissimuler la réalité du pouvoir par un discours qui puisse créer une forme d'acceptation. Acceptation populaire pour que, tout simplement, il n'y ait pas de révolte. Donc c'est aussi partir de ce principe-là, le complotisme. C'est partir de cette forme d'incrédulité, c'est-à-dire le contraire de la naïveté. La naïveté serait de croire que les hommes politiques n'ont aucune raison de nous mentir, que les journalistes font leur métier honnêtement, et qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, et que les journalistes veulent d'abord informer, et pas du tout défendre une idéologie, ou pas du tout satisfaire des intérêts financiers. Moi, je suis frappé par la capacité qu'ont certains prétendus critiques des complotistes à dénoncer des présentateurs télé en disant « regardez, il a des opinions nauséabondes ». Mais vous ne comprenez pas qu'il a les opinions de sa chaîne et que si demain il passe sur une autre chaîne, il aura les opinions de cette autre chaîne. Ce journaliste, ce présentateur, c'est un rouage, c'est un maillon de la chaîne. D'un système plus général, oui. Bien sûr. Et toutes les personnes, journalistes, politiques, militants, s'inscrivent dans un système et ils reproduisent ce système et ils propagent ce système. Mais ce ne sont pas eux, en tant qu'individus, qui ont une efficience. C'est le système qu'ils représentent. Donc oui, les hommes politiques ont des intérêts à défendre, les industriels aussi, les financiers, les journalistes, bref, tous ceux qui détiennent un capital ont, par définition, la volonté de protéger leur capital, voire de le faire croître. Et si pour ça, il faut mentir au peuple, et si pour ça, il faut faire passer le peuple pour des idiots qui croient dans des choses farfelues, les disqualifier, quitte à ensuite se rendre compte que non, en fait, ils avaient raison. Bon, alors comment on va faire pour admettre qu'ils avaient raison, mais tout en continuant à les disqualifier en disant que... Voilà, ça, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir dans sa version idéologique. Marx parlait du pouvoir capitaliste en disant, voilà, il y a l'infrastructure économique, donc on va dire le pouvoir matériel, et puis il y a la superstructure idéologique, ce qu'on pourrait appeler le pouvoir spirituel. Bon, eh bien, tout ce qui relève du discours, c'est le pouvoir spirituel. Et ce pouvoir spirituel, eh bien, il doit consister à écarter, à diaboliser, voire à criminaliser la pensée non conforme. Vous parliez du fait que les gens ont tendance à vouloir faire passer leur vision de la société, etc., avant celle des autres, à vouloir la mettre en avant, à penser qu'elle est plus digne d'attention. Mais est-ce qu'il n'y a pas des valeurs absolues qu'on peut défendre, pour lesquelles on peut se mobiliser ? Pour moi, non. Il n'y a pas de valeur absolue, mais ça, c'est parce que, philosophiquement, je suis assez nietzschéen là-dessus. Je
pense que nos valeurs sont le reflet de nos intérêts et potentiellement des intérêts d'un groupe. C'est pas du tout incompatible. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui se définirait, si on lui demandait, qui se définirait comme humaniste, comme tolérant. Je suis quelqu'un qui ne verse pas du tout dans les discours de type darwinisme social, loi du plus fort. Voilà, je suis contre ça. Je suis contre toutes les formes d'incitation à la haine, tous les discours de violence. Voilà. Donc moi, je suis quelqu'un qui défend la coexistence harmonieuse malgré les désaccords. Bon, ce qui est quand même une position pas très... je prends pas beaucoup de risques en disant ça. Non, mais enfin, aujourd'hui, c'est relativement original. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est relativement original, exactement. On peut le dire comme ça. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas un mérite ou un courage particulier à avoir cette vision-là et ces valeurs-là. Mais simplement, ces valeurs-là, pourquoi je les ai ? Je les ai parce que je suis l'enfant de ma situation matérielle. Ma situation matérielle, quelle est-elle ? Né dans les années 80, dans une famille pauvre, mais dans un pays riche. Bon, déjà. C'est-à-dire que j'ai conscience d'être un privilégié sur le plan international, même si j'étais un défavorisé sur le plan, sociologique local. Bon. À partir de là, j'ai les idées qui correspondent à ce que j'ai vécu dans la vie. Il se trouve que dans ma vie, j'ai rencontré tout type de personnes, et notamment beaucoup de personnes d'origine étrangère. Là où j'habitais, à Béziers, j'étais dans un quartier où il y avait énormément de Maghrébins. Donc j'ai côtoyé des gens du Maghreb très tôt. Et je me suis rendu compte assez rapidement, ce que beaucoup de gens prétendument de gauche ignorent totalement, qu'il y avait une grande hétérogénéité, une grande variété dans les mentalités de ces Français d'origine maghrébine. Certains étaient musulmans, d'autres non. Certains l'étaient devant leurs parents, puis cessaient de l'être quand ils étaient avec leurs amis. Certains étaient de gauche, mais d'autres étaient de droite. La grande majorité n'en avait strictement rien à faire. Enfin bref, il y avait absolument de tout. Et c'est une évidence que dans ces communautés, que dans toute communauté, il y a une pluralité, une diversité des points de vue. Mais sauf que quand certains parlent de telle communauté en l'essentialisant et en l'unifiant, j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte de ça. Ils ne se rendent pas compte qu'ils parlent d'êtres humains, et que les êtres humains sont différents les uns des autres. Donc moi, cette sensibilité-là, que j'ai eue de par cette expérience, de par ce vécu, fait que je suis sensible à la question du respect de l'altérité. Et pour moi, le respect de l'altérité, c'est pas la condescendance, c'est pas le paternalisme, c'est pas le fait de dire on ne peut pas faire de blagues. Par exemple, aujourd'hui, la polémique, c'est les accents. Voilà, faire un accent étranger, ce serait du racisme. Mais il faut n'avoir jamais côtoyé un groupe fait de diversité ethnique pour se rendre compte que c'est l'amusement préféré des bandes multiculturelles que de refaire les accents des uns et des autres. Et l'autodérision consiste à rire quand quelqu'un reproduit notre accent. Il faut être vraiment dans une société privilégiée blanche pour croire que l'oppression aujourd'hui se manifeste par le fait d'imiter des accents. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire que mon humanisme et mon respect de l'altérité, comme vous pouvez le constater, s'accompagnent aussi d'une forme de non-acceptation de cet impératif prétendument progressiste de ne surtout pas froisser les susceptibilités. Non, moi je rentre pas là-dedans. Alors, absolument pas là-dedans. Bon. Donc ce modèle de société-là que j'ai, il me correspond. Et donc c'est pour ça que je ne veux pas l'imposer. Parce que ce n'est pas un absolu. Il n'y a pas un absolu, l'humanisme n'est pas un absolu en soi. Certains diraient que l'humanisme, c'est le début de la décadence. Parce que c'est le moment historique à partir duquel l'être humain a commencé non plus à regarder vers le ciel, mais vers lui-même. Il regardait vers son nombril. Et il a voulu, se faire passer pour ce qu'il y a de plus important au monde. Je comprends l'idée. Et je la comprends d'autant plus que je ne trouve pas que ce soit déconnant comme raisonnement.
Maintenant, il se trouve que moi, n'étant pas religieux, ça ne me dérange pas qu'on ne regarde plus vers le ciel, ou en tout cas, je n'en vois pas quelque chose de mal. Mais pour ces personnes-là, l'absolu, c'est de servir Dieu, ou en tout cas d'aller vers Dieu. Donc chacun son absolu quelque part. Et si c'est chacun son absolu, ça veut dire qu'il n'a pas d'absolu. Ce que vous décrivez, c'est aussi une forme de complexité dans la vision. Ça veut dire voir que chaque personne est un peu différente, que y a des cultures qui se mélangent, etc. C'est aller justement contre le fait de dire, voilà, cette catégorie de personnes est complotiste, cette catégorie de personnes est musulmane, ou j'en sais rien. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça suffit de vouloir sectariser la société sur des critères qui sont des critères qui correspondent davantage à ce qu'on s'imagine qu'à ce qui est. Hein, dire les prétendus complotistes. Alors moi, je veux bien qu'il y ait des complotistes acharnés et qui pensent que tout est complot. Hein, mais je pense que c'est vraiment une toute petite parcelle de ce qu'on appelle complotiste. Et que du coup, maintenant, si on remet en doute une certaine version officielle, on sera taxé de complotisme. Et donc on sera rangé aux côtés de ces extrémistes du complot, ce qui permet de ne pas avoir à répondre sur le fond. C'est toujours pareil. Et à s'intéresser aux faits, en fait. Exactement. Oui, c'est-à-dire que quand on commence à analyser non pas ce qui est dit, mais l'intention qui fait qu'on le dit, on est déjà en train de reconnaître qu'on n'a pas les arguments pour contredire. Et ça pose la question de la vérité. Vous avez fait une vidéo là-dessus que je trouvais très intéressante, sur qu'est-ce que la vérité, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on entend souvent que chacun détient sa vérité, que toutes les opinions se valent, ou qu'il y a une forme de relativisme par rapport à la connaissance. Alors, est-ce que vous pourriez développer un peu cette idée de la vérité? Est-ce qu'on peut aujourd'hui employer ce terme à bon escient? Alors, vérité, déjà, faut voir dans quel contexte on l'emploie. On a parlé de science tout à l'heure, et beaucoup de gens pensent que la science, c'est ce qui permet d'accéder à une vérité. On parlera de vérité scientifique, on dira d'une chose, c'est pas vrai parce que la science dit que. Bon, donc la science devient une sorte d'autorité sur la vérité des faits. Bien. Mais on est bien d'accord que ce que nous dit la science, ça peut être démenti. Ça peut être démenti demain, après-demain, dans 100 ans ou dans 1000 ans. C'est-à-dire que la science, elle considère les choses non pas comme vraies, mais comme valides, en réalité. Hein, mais valides jusqu'à ce que ce soit invalidé. Okay, et toute l'histoire des sciences est faite de ça, est faite d'invalidation. Et c'est d'ailleurs ça qui permet de faire progresser la science. C'est de se dire, tiens, là, finalement, on s'est trompé, donc on va corriger. Et de ce point de vue-là, la science ne dit pas la vérité. Elle dit des choses probablement vraies, dont on a de bonnes raisons de penser qu'elles sont vraies. Elle dit des choses vraies jusqu'à preuve du contraire. Donc à chaque fois, il faut relativiser cette notion de vérité. Bon. Maintenant, on peut être un platonicien qui pense qu'il y a une vérité par-delà les vérités, mais là on entre dans quelque chose d'un peu ésotérique, voire d'un peu mystique. Bon, je n'irai pas sur ce terrain-là aujourd'hui, mais quand on parle de vérité, on sous-entend une forme d'universalité, une forme d'inconditionnalité, etc., qui me semble incompatible avec, premièrement, la finitude du monde terrestre, et deuxièmement, la finitude de l'esprit humain. Nous sommes des êtres finis, des êtres imparfaits intellectuellement, des êtres limités. Et il n'y a pas à en avoir honte. On est limité. On est limité par une certaine capacité de raisonnement qui ne peut pas aller au-delà d'un certain seuil. Et d'ailleurs, il suffit de parler avec des mathématiciens de haut niveau ou avec des physiciens quantiques pour s'apercevoir qu'il y a un moment où on décroche. On ne peut pas aller... voilà. Donc en fait, la vérité dont on parle, qu'est-ce que c'est? C'est la vérité factuelle, c'est la vérité au sens observationnel. C'est la réalité du monde, en fait. La réalité du monde, exactement. La petite nuance entre vérité et réalité. La réalité, c'est ce qui est. La vérité, c'est ce qu'on dit à propos de ce qui est, tout simplement. Donc,
Le contraire de la vérité peut être l'erreur, le contraire de la vérité peut être le mensonge, le contraire de la vérité peut être la demi-vérité. La demi-vérité étant généralement la forme la plus perverse de mensonge, puisqu'elle consiste à faire passer le faux grâce au vrai. Ce qui est le contraire de l'art, comme disait Picasso, qui consiste à faire passer du vrai par le faux. Donc vérité aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas plus de raison de changer notre définition de la vérité aujourd'hui qu'à une certaine époque. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle une ère de post-vérité. C'est pour ça que ce terme de vérité revient un petit peu sur la table. Post-vérité, moi, je le verrais dans plusieurs sens. Premièrement, l'idée que la réalité n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est le discours qui se substitue à elle. Autrement dit, peu importe ce qui s'est passé, ce qui compte, c'est ce qu'on va en dire. Voilà. Donc ça, c'est évidemment les moyens de communication, les technologies de communication actuelles qui permettent ça. Ce sont des informations qui s'affrontent et non pas des faits. À partir d'un même fait, on aura des informations contradictoires. Donc voilà. Peu importe finalement ce qui s'est vraiment passé, ce qui compte, c'est quel est le discours qui va triompher. C'est ça. Et sur un plan, je dirais, plus civilisationnel, plus de fond, le fait que le monde occidental s'est rendu compte au XVIe siècle qu'il existait des civilisations autres que la civilisation européenne. Ils les ont appelés les Indiens, bien qu'ils habitaient en Amérique. Et à ce moment-là, l'Européen s'est rendu compte qu'il n'était plus seul. Il s'est rendu compte qu'il n'était plus le seul détenteur de la Terre. Et donc ça a été une blessure narcissique. Il a été obligé d'envisager que d'autres mœurs soient possibles, que d'autres valeurs soient possibles. Bon, ils ont vite étouffé ça en propageant et en éliminant tout ce qui ne correspondait pas à leur propre vision culturelle. Mais toujours est-il qu'à ce moment-là, il y a eu une première remise en cause. Et là, ce sont les humanistes honnêtes comme Montaigne qui ont lancé ça. Se dire, nous ne sommes pas seuls, il faut prendre en compte le fait que nous ne sommes pas seuls. Et donc c'est son texte sur les cannibales, où, contrairement à ce que beaucoup disent, ce n'est pas qu'il prend la défense des cannibales, c'est qu'il dit que si on veut analyser les valeurs morales des cannibales à l'aune de nos propres valeurs, eh bien il faut se demander qu'est-ce que le cannibale se dirait de nos valeurs morales à l'aune de ses propres valeurs. Il dit, très bien, le cannibale mange ses ennemis. Ok. À la limite, peu importe le pourquoi. Parce qu'il y a un pourquoi. Mais c'est la spécialité du colon que de ne pas chercher à comprendre le pourquoi. Parce que le sauvage, on veut qu'il reste un sauvage. Et si on commence à trouver un pourquoi, il n'est plus un sauvage. Il est juste un autre. Mais l'autre, je dois le considérer, je dois le respecter. Donc, non, je veux que ce soit un sauvage, ce sera plus simple pour moi. Donc Montaigne nous dit, si le sauvage se demande, enfin le cannibale se demande quelles sont nos valeurs morales, il va se rendre compte que nous faisons des esclaves. Le cannibale ne fait pas d'esclaves. Il se rend compte que nous maltraitons nos prisonniers. Le cannibale ne maltraite pas ses prisonniers. Il ne comprend pas le principe. Il ne comprend pas l'intérêt de maltraiter son prisonnier. Il ne comprend pas l'intérêt d'esclavagiser. Donc, le cannibale nous prend pour des monstres. Voilà. La leçon de Montaigne, c'est de dire que vérité chez l'un, erreur chez l'autre, ce qui est bien pour l'un ne l'est pas pour l'autre, et qu'à force de vouloir absolutiser notre vision du bien et du vrai, on se retrouve complètement cloisonné intellectuellement à ne pas comprendre. Parce que c'est ça finalement le message de Montaigne. C'est pas de dire il faut tolérer les cannibales. C'est pas non plus de dire nous sommes méchants, nous les Européens. C'est de dire, à force de ne pas vouloir comprendre ce que font les autres et pourquoi ils le font, on se condamne à une solitude intellectuelle autant qu'existentielle. Parce que ça fait mal, ça rend triste, ça rend malheureux de ne pas comprendre pourquoi, de ne pas savoir pourquoi. Ça crée de l'entêtement, ça crée de l'obstination, ça crée du ressentiment, ça crée l'impression que le monde ne nous comprend pas, que le monde est contre nous. C'est ça. Et moi, je suis tout à fait en accord avec Montaigne sur ce plan-là. Et qu'on peut, on peut ne pas adhérer à certaines valeurs ou à certaines pratiques,
Mais la pire erreur serait de renoncer à vouloir les comprendre. Et ça fait partie du regard sur le réel, finalement. On a l'impression que si on observe le réel tel qu'il est, c'est-à-dire l'autre aussi, tel qu'il est dans son altérité, on ne s'enferme pas dans une idéologie particulière qui tendrait à rejeter l'autre, quoi. Bien sûr. Et ça, ce serait la mort de la politique. Parce que la politique a besoin de créer des polarisations, de créer des points de fixation idéologiques. On doit être à droite ou à gauche. Oui, voilà, on doit être à droite ou à gauche, ou au centre, hein, mais c'est en soi un îlot idéologique, hein, le centre, puis l'extrême gauche, puis l'extrême droite. Et disons que ces catégories-là, elles portent en elles, disons, l'ADN de la démocratie représentative qui est l'ochlocratie. C'est-à-dire le règne de la foule, donc de la majorité des individus, et non pas le règne de l'intérêt du peuple, de l'intérêt général. Alors ça, c'est une distinction qui n'est évidemment jamais soulevée dans les débats politiques, parce que ce serait un peu trop risqué de montrer que notre démocratie représentative n'est ni démocratique ni représentative, ce qui ne veut pas dire qu'on est dans une dictature ou dans un totalitarisme sanguinaire, hein, attention. C'est juste vérifier si les mots correspondent à la réalité qu'ils sont censés désigner. Et on s'aperçoit que la démocratie telle qu'elle a été conceptualisée notamment par quelqu'un comme Rousseau, qui n'est pas n'importe qui hein, en termes de théoricien politique au XVIIIe siècle, c'est-à-dire au moment de l'émergence de la Révolution et de la fondation de la démocratie française, il disait bien, Rousseau, que la démocratie, c'était, la République, c'était non pas la somme des intérêts particuliers, mais c'était l'intérêt général, l'intérêt commun. Et l'intérêt commun, ça ne se mesure pas en organisant des élections où on va mettre un bulletin dans un isoloir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, symboliquement, le fait que la démocratie s'exprime dans un isoloir, c'est-à-dire un endroit où on s'isole. On s'isole de quoi ? On s'isole de la société, on s'isole du reste. On ne veut pas qu'on sache pour qui on vote. Et ça pourrait conduire d'une manière ou d'une autre à la démocratie, c'est-à-dire à une souveraineté collective et populaire. Donc voilà, pour Rousseau, c'est clair que ce n'était pas ça la démocratie. Ce n'est pas l'addition des voix particulières. C'est la compréhension de ce qui est dans l'intérêt du groupe et qui donc est dans notre intérêt en tant que membre de ce groupe. Il prend la métaphore du corps en disant « la société est un corps social ». Qu'est-ce que c'est qu'un corps ? Un corps, c'est une totalité, mais c'est une totalité qui est faite de membres, les membres de la société, qui peuvent être relativement indépendants les uns des autres, mais sauf qu'ils sont reliés. Ils sont tous reliés. Bon. C'est ça la démocratie. Ce sont des individus reliés, de telle sorte qu'ils ne sont pas que des individus, ils sont des membres du corps social, et ils ont un intérêt commun. Ils ont un intérêt commun. J'avais pris dans mon livre une métaphore, parce que j'adore prendre des métaphores inattendues. J'avais pris la métaphore du cheerleading. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le cheerleading, c'est un mélange de danse acrobatique, de danse acrobatique. Ce sont des jeunes étudiants qui font des pyramides humaines avec des jetés, avec des portées. C'est extrêmement impressionnant à voir. Hein. C'est pas les pom-pom girls comme on dit, même si ça c'est plus compliqué que ce qu'on croit aussi, mais bref. Et à un moment donné, donc, ils doivent faire cette pyramide, donc 3 étages de personnes, et ils doivent tenir ensemble. Et là, chacun a intérêt à tenir pour les autres, et les autres ont le même intérêt à tenir pour les autres. Donc en fait, notre succès en tant que cheerleader dépend de la capacité de tous à tenir ensemble. Voilà. Et ça, c'est la meilleure métaphore de la société chez Rousseau. C'est-à-dire qu'on a besoin les uns des autres. C'est pour ça qu'on vit en société. Et on est un corps, c'est-à-dire que l'intérêt privé, l'intérêt personnel, dépend de l'intérêt du groupe. Si le groupe tombe, je tombe. Donc j'ai pas le choix. Il faut que j'assure, quelque part. Voilà, donc cette idée de Rousseau, que je trouve très intéressante, montre bien que la démocratie ne se réduit pas au vote, et encore moins à l'élection, parce que élire, c'est quand même quelque chose qui est... qui contient en soi la dépossession de notre pouvoir. Hein. Je veux dire, croire que le président incarne le pouvoir du peuple, bon, c'est
c'est une naïveté que je n'ose pas commenter. Et moi, j'ai plutôt l'impression que les hommes politiques ou les femmes politiques sont les membres d'une mafia. Et je ne me vois pas voter pour le parrain. Alors, en parlant de la conscience, je dirais, des gens aujourd'hui, on a quand même, il me semble, alors on a reçu plusieurs invités qui parlent de ça aujourd'hui aussi, d'une certaine forme d'extension de la recherche scientifique à des domaines considérés avant comme un peu parascientifiques. Typiquement l'étude de la conscience, l'étude des phénomènes psy, etc. Est-ce que vous pensez que ça contribue à une forme de remise en question d'un matérialisme philosophique qui constitue un peu notre modernité et qui aujourd'hui est en crise ? Oui. Oui, je trouve ça intéressant, effectivement, de voir que certains domaines de recherche qui étaient encore, il n'y a pas si longtemps, relégués à de la pseudo-science, commencent lentement mais sûrement à entrer dans le champ de la science sérieuse. Hein, parce que moi, je ne dis pas la science officielle, c'est pas voilà, on parlait tout à l'heure de version officielle. Pour moi, la science, elle essaye de produire des connaissances, elle fait ce qu'elle peut, la science, c'est ça que je veux dire. Et elle a besoin de moyens. Bon, quand on commence à mettre les moyens dans l'étude d'un phénomène, ça veut dire que la science devient sérieuse. Alors oui, j'avais fait un épisode sur la zététique, justement, à l'occasion duquel j'avais expliqué les deux piliers philosophiques de la science moderne. Ces deux piliers sont le matérialisme et le rationalisme. Ce qui d'ailleurs, d'un certain point de vue, est un petit peu paradoxal, parce que on sait que philosophiquement, le rationalisme, c'est Descartes. Tandis que le matérialisme, c'est à partir des empiristes, donc les ennemis de Descartes. Mais finalement, la science moderne, elle est rationaliste au sens où elle accorde une importance fondamentale à la raison. Une théorie scientifique ne peut pas être valide si elle n'est pas rationnelle, si elle n'est pas logiquement cohérente. Et en même temps, une théorie scientifique a besoin de s'appuyer sur la matérialité des phénomènes, donc des observations, des expérimentations. Et si elle n'observe pas quelque chose, elle ne peut pas en déduire que ce qu'elle n'observe pas existe quand même. Or, il se trouve que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui en cosmologie et en astrophysique. Parce que moi, pendant des années, quand j'entendais parler de matière sombre et d'énergie noire, ou inversement d'ailleurs, on peut dire les deux, je croyais que c'était quelque chose qu'on avait observé. Bon, j'étais nul en sciences. Et puis, j'ai commencé à parler à des gens qui sont physiciens de métier. Ils m'ont dit non, la matière noire, c'est une hypothèse de travail parce qu'en fait, on ne sait pas exactement ce que c'est. Comme les trous noirs d'ailleurs. Donc dès qu'on ne sait pas, c'est noir. Au moins comme ça, on est au courant. Mais toujours est-il que je suis tombé de mon tabouret en apprenant qu'on avait donné des noms à des choses qu'on n'avait pas observées. Et que on présupposait quand même leur existence. Bon. Mais ça a été le cas de l'atome, par exemple. Exactement, puisque l'atome, au départ, on ne l'a pas observé. Et pourtant, on l'a présupposé. Mais c'est pour ça que c'est ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte que dans l'histoire des sciences, il y a des choses qui se révèlent vraies par accident, par hasard, par chance. Puis il y a des choses auxquelles on tient et on ne veut pas les abandonner alors qu'elles sont fausses. C'est pour ça que la science n'est pas exempte des relations de pouvoir, des relations d'ego. De dogmatisme. De dogmatisme, absolument. Hein. Le scientifique reste un être humain avec ses biais et avec ses croyances. Hein. Et c'est pas un mal d'avoir des croyances. C'est juste à un moment donné, est-ce que la raison scientifique peut l'emporter sur les passions individuelles et les égos ? Et je pense que oui. Mais ça prend du temps. C'est comme la justice. Ça prend énormément de temps. Donc toujours est-il que on s'aperçoit que le logiciel matérialiste parfois fait défaut, mais pas forcément parce que le matérialisme serait faux. Peut-être parce que nous avons une vision étriquée du matérialisme. Quand on voit le film Les Visiteurs, on rigole parce que Jacouille, voyant la télé s'allumer, qu'il appelle la boîte à troubadour, il pense que c'est satanique. Pourquoi ? Parce qu'il y a aucune raison rationnelle qu'il y ait un petit personnage dans un petit cube. Quand on vient du Moyen-Âge, effectivement. Voilà, quand on vient du Moyen-Âge. Et en fait, il y a une explication rationnelle et matérielle, voilà, que nous, aujourd'hui, on connaît,
Parce que on a la technologie audiovisuelle. Et donc, voilà, on connaît le principe des tubes cathodiques, des ondes hertziennes. Voilà, ça s'explique. Alors, c'est pas toujours facile à comprendre. Hein. Moi-même, des fois, j'ai du mal à comprendre comment ça marche. Hein. Une caméra, comment ça marche concrètement. Mais je sais que ça marche, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a des éléments qui existent matériellement, hein, que ce soit les ondes, notamment, tout ce qui passe par l'air, qui, d'un point de vue matérialiste étriqué, ne serait pas censé exister. Parce que c'est pas palpable. C'est pas palpable. Là, on est entouré d'air fait de molécules qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, mais elles sont là. Hein? Donc, quand on dit matériel, ça ne veut pas dire forcément observable. Ça ne veut même pas forcément dire détectable. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a parfois un sectarisme ou un conservatisme matérialiste qui consiste à exclure par principe d'autres hypothèses que celles qu'on connaît actuellement, au nom du fait que c'est pas possible parce que ça contredirait le matérialisme. Moi, je ne suis pas pour dire que le matérialisme doit s'effacer au profit du spiritualisme. Peut-être qu'il pourrait être complété. Oui, mais justement, s'il l'était complété, ça veut dire que ce spiritualisme, pour moi, serait un matérialisme prolongé. Dans le sens où on découvrirait alors des propriétés non matérielles selon notre conception actuelle de ce qui est matériel, mais ces propriétés-là, on finirait par les inclure dans le champ du matériel. Pour prendre une analogie, hein, même si je sais que comparaison n'est pas raison, c'est un peu la même chose que quand on parle de nature et de surnature, quand on parle d'un événement surnaturel. Pour beaucoup de gens, une éclipse, c'est Tintin, le temple du soleil, hein, c'est une intervention divine. Bon, donc c'est surnaturel. Eh ben non, c'est naturel. Mais en fait, dans une vision où tout fait partie de la nature, il n'y a plus de surnature. Donc ce que je veux dire, c'est que la nature ne doit pas être complétée par la surnature, c'est plutôt la surnature qui doit devenir nature. Ben, je pense que c'est exactement la même chose avec le spiritualisme et le matérialisme. C'est de voir dans quelle mesure ce qu'on appelle le spirituel fait lui-même partie du matériel. Et pourquoi pas l'inverse aussi d'ailleurs ? Vice-versa. Ça ne me dérange pas. Parce que c'est vrai que la conscience humaine, le phénomène de la conscience, c'est quand même le hard problème de la science de la physique. C'est-à-dire que depuis, on connaît cette anecdote de Chalmers et de son ami. Ils avaient fait un pari sur 25 ans. Chalmers avait dit à son ami que si au bout de 25 ans, il n'avait pas réussi à prouver la nature de la conscience, il fallait qu'il lui donne une caisse de vin. Et ben après 25 ans, ça n'a toujours pas été résolu. Ouais. Et qu'il semble impossible de réduire l'expérience phénoménologique de la conscience à des interactions neuronales et cérébrales. Oui, oui. Bah, disons qu'il y a le grand conflit historique hein, entre les idéalistes, hein, on peut dire spiritualistes pour aller vite, et les matérialistes là-dessus. Certains diraient que c'était présent dès Platon et Aristote. C'est-à-dire, finalement, est-ce que le cerveau produit la pensée ? Ou bien, ou la conscience, disons, pour être plus large. Ou bien, est-ce que la conscience est un phénomène de la nature que notre cerveau reçoit, que notre cerveau capte ? Alors, il y a des petits indices parfois auxquels on a envie de donner du crédit. Vous savez, quand on dit par exemple « j'ai une idée ». En réalité, l'idée, c'est elle qui vient à nous. C'est pas nous qui allons vers l'idée. Hein, quand on réfléchit à un problème, je veux bien qu'un raisonnement, oui, le raisonnement, on l'accomplit soi-même, un effort. Mais l'idée qui nous vient, elle nous vient de l'extérieur. Bon, c'est pas une preuve, hein. C'est une illustration. Non, mais c'est phénoménologique, en fait. Oui, voilà, c'est une illustration. Expérience. Exactement, c'est une expérience, c'est ça. Ben, cette expérience, elle est intéressante parce que, évidemment, on pourrait dire, oui, mais en fait, l'activité cérébrale, elle agit d'une manière non consciente et à un moment donné, l'idée émerge. Ok, mais ce que je veux dire, c'est que l'expérience ressentie, c'est celle d'une idée qui nous vient. Bien. On pourrait d'ailleurs se demander, se poser la question des personnes qui ont plus d'idées que les autres, plus d'imagination que les autres. Ben, est-ce qu'elles ont un cerveau différent ? Ça se discute, c'est pas évident.
plutôt l'impression qu'on a tous plus ou moins le même cerveau, avec des spécificités bien sûr. Mais c'est intéressant l'idée de la sensibilité aux informations. Ouais, de l'intuition. Ouais, un peu comme dans Star Wars, il y a une sensibilité à la force. Et ben là, il y aurait une sensibilité à l'information, c'est-à-dire à quelque chose qui nous environne. Et puis on a des antennes plus ou moins sensibles à l'information. Je trouve ça intéressant. Attention, hein, j'ai un rapport assez poétique à la pensée. Parce que pour moi, la pensée va de pair aussi avec l'imagination. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est pas ma position philosophique sur le problème matérialisme versus spiritualisme. Absolument pas. Je dis juste que ça vaut le coup de s'interroger sur ce que ça pourrait vouloir dire et sur ce que ça pourrait avoir comme conséquence. Donc c'est pour ça que moi, je suis très intéressé par tout ce qui touche aux recherches scientifiques sur la conscience, sur son fonctionnement, sur sa nature, et la question de savoir si le monde n'est pas rempli d'informations qui interagissent avec ce qu'on vit comme étant notre conscience individuelle. Vraiment. Et j'ai fait un épisode sur les psychédéliques il n'y a pas longtemps, qui est quand même une manière de se rapprocher de ce questionnement-là sur les possibilités de vraiment d'éclatement de la conscience individuelle et l'accès à un point de vue, alors je ne vais pas dire omniscient, mais en tout cas à un point de vue décentré et décorporé, désindividué sur le monde. Et ça mérite quand même d'être pris en considération. Et d'autant qu'il y a plein de phénomènes étranges, comme les expériences de mort imminente, où il y a quand même des centaines de milliers de témoignages qui racontent plus ou moins la même chose, et qui effectivement sont difficilement explicables, matériellement, en tout cas par des processus. Alors il y a des théories et des tentatives dans ce sens-là, mais on se rend bien compte que ça permet jamais de réduire, d'expliquer véritablement ce que ressent la personne, en fait. Bien sûr. Et puis ce qui se passe concrètement dans ces expériences-là, hein, c'est-à-dire que moi, je veux bien croire, hein, je dirais même que c'est ma tendance première, que si une expérience de mort imminente, c'est le cliché qu'on s'en fait, c'est-à-dire cette idée de lumière au bout du tunnel, ça peut être une sorte de mécanisme cérébral qui se met en place pour finalement nous faire accepter la mort qui est là. Bon, je dis ça, je n'en sais absolument rien. Ce que je veux dire, c'est que je veux aussi défendre, je me fais toujours l'avocat du diable, y compris quand il est matérialiste. Il faut rester philosophe. Oui, c'est ça. Et le diable est souvent matérialiste par définition. Et toujours est-il que je suis totalement ouvert à l'hypothèse que ce soit un simple phénomène cérébral qui nous fait juste, à un moment donné, parce que pourquoi est programmé le cerveau? Il est programmé pour la survie. Et au moment de la mort, il est bien obligé quelque part finalement de nous laisser mourir le cerveau. Donc ça pourrait être aussi une manière de nous dire, regardez, c'est quand même très agréable, vous allez aller dans la lumière, voilà, pour nous éviter de souffrir trop longtemps, pour nous éviter de nous accrocher. J'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais je veux dire, il peut y avoir une explication matérialiste au sens où on l'entend aujourd'hui de ce phénomène. Maintenant, si on parle de phénomènes du style sortie de corps, où on voit, on entend, on perçoit des choses qui se passent dans une pièce qui n'est pas la pièce où nous nous trouvons, alors là, je dis, là, par contre, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Maintenant, je déplore qu'il n'y ait pas plus de protocoles scientifiques qui soient mis en œuvre, et surtout des protocoles qui soient réalistes. Des protocoles qui soient réalistes, qui aient du sens, pour essayer de voir si ça existe réellement. Parce qu'il suffit, je dirais, d'une confirmation que ça existe pour qu'on ait une preuve qu'il y ait quelque chose. Hein, c'est-à-dire que si on élimine tout ce qui est lié au hasard, à la chance, à la triche, à la suggestion, hein, le fait de faire en double aveugle permet d'éviter les biais de suggestion. Si on a un protocole qui est carré et qu'on s'aperçoit ne serait-ce qu'une seule fois qu'on a quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose. Et là, ça mériterait d'être vraiment approfondi. Et là, je renvoie nos auditeurs à notre entretien avec Sylvie Détiola, qui est la fondatrice d'un institut à Genève qui étudie en fait ces questions-là et qui a effectivement aussi tenté de monter un protocole pour étudier des sorties de corps sur Nicolas Fraisse. Peut-être vous avez entendu parler de cette personne. Mais en tout cas, effectivement, sujet fascinant. Et quand vous parliez d'intuition, ça m'a fait penser à la réminiscence. Oui. Est-ce que là, vous faites un lien entre cette idée platonicienne de réminiscence et ce que vous avez dit sur l'intuition ou l'expérience de pensée? En tout cas, ça a un lien puisque
chez Platon, la réminiscence, donc Ou Socrate, en l'occurrence. Socrate, disons que il y a dans la philosophie antique une place accordée à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'ésotérisme. D'ailleurs, chez Platon, il y avait une partie ésotérique et une partie exotérique. Ésotérique, ça veut dire fermé, exotérique, c'est ouvert. Bon. Et donc, l'ésotérisme platonicien consiste à dire que nous sommes habités par une âme qui, contrairement à notre corps, est éternelle. Donc cette âme, après notre mort physique, bien, elle va poursuivre son chemin. Et avant d'être dans notre corps physique, elle avait déjà accompli un chemin. Donc certains parleraient de réincarnation. Chez Platon, on parle plutôt de transmigration des âmes. On a même un terme vraiment jargonnant là-dessus qui a été inventé, c'est le terme de métempsychose. Peu importe. Parce que de toute façon, on manipule là des notions spirituelles qui, donc, par définition, n'ont pas vraiment de contour. Donc parlons simplement d'une migration des âmes. Moi, j'aime bien cette expression. Et ce que nous dit Platon, c'est que notre âme, elle a vécu dans ce qu'il appelle le monde des idées. Le monde des idées, c'est un peu le monde de la totalité, de l'éternité immatérielle, où on sait tout, on est tout, le temps n'existe pas. Bref, certains diraient c'est Dieu. Admettons. Et donc notre âme vient de là. Et dans ce monde des idées, vu que tout n'est que vérité dans ce monde des idées, quand l'âme investit un corps, elle doit oublier ce qu'elle sait. C'est pas tant qu'elle l'oublie, c'est que l'individu sur Terre ne sait pas encore tout ce que son âme a vu. Et d'ailleurs, c'est de là que vient la métaphore du creux au-dessus de la lèvre. C'est l'idée qu'au moment de la naissance, on nous a mis le doigt sur la lèvre pour nous dire d'oublier. Et donc, on oublie ce que l'on sait. Et la vie, l'existence, va être un chemin vers la réminiscence de ce que nous savons. C'est-à-dire refaire monter à la surface de notre conscience ce que notre âme sait. C'est-à-dire que quand on apprend quelque chose, selon Platon, on ne l'apprend pas, on le redécouvre. Ou on le découvre, justement, puisque découvrir, c'est enlever ce qui couvre. Et l'intuition, ce serait l'idée que on a un accès direct à ce monde des idées à travers notre âme, et que parfois ça passe plus vite que le raisonnement. Le raisonnement est une voie d'accès à la vérité, mais c'est une voie laborieuse, qui passe par l'analyse, qui passe par la segmentation, le découpage. L'intuition est une voie directe, une voie immédiate, ce que Pascal, d'ailleurs, appelait les vérités du cœur. Parce qu'on se trompe souvent sur ce qu'a voulu dire Pascal sur le cœur a ses raisons. Que la raison ignore. Que la raison ignore. Donc, le cœur, chez Pascal, il ne parlait pas d'amour, même si on pourrait l'appliquer à l'amour, après tout. Il parlait de l'intuition, les vérités du cœur, c'est l'intuition. C'est-à-dire, ce sont les vérités indémontrables. Indémontrables par la raison. Et chez Platon, donc, il y a vraiment cette idée qu'on peut avoir un accès direct à certaines vérités. Qu'on serait bien en peine d'expliquer, rationnellement, à quelqu'un qui n'aura pas vécu cette mise en contact direct avec la vérité. D'où d'ailleurs sa métaphore de l'allégorie de la caverne, enfin son allégorie de la caverne plutôt. D'où d'ailleurs son allégorie de la caverne, dans laquelle il fait passer celui qui s'émancipe du monde des ombres, donc qui va vers la lumière, décidément, il y a vraiment cette idée d'aller vers la lumière, et ce détenu qui s'évade passe pour un fou. Il passe pour un fou parce que les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que tu vas chercher un monde alors qu'on est déjà dans le monde? Donc le détenu, lui, le prisonnier qui se libère, il sait qu'il y a un monde à l'extérieur, qui est le vrai monde. Mais les autres le prennent pour un fou. Pour Platon, le monde des ombres, c'est notre monde de la matière. Et le monde réel du prisonnier, c'est le monde des idées, donc le monde de la vérité. Voilà. Et au début, la vérité nous éblouit, donc il faut un travail d'accoutumance.
Mais ce qui est certain, c'est qu'une fois qu'on est sorti de la caverne, on n'y retourne plus. Et puis de toute façon, si on y retourne, on se fera tuer. Et d'ailleurs, ça fait le lien aussi avec Socrate, qui était son maître, je crois, et qui avait cette maïeutique pour faire accoucher la personne, ses élèves, ou en tout cas les personnes avec qui il discutait de ces vérités-là. Enfin, il y avait par le dialogue et par le questionnement. Oui, la maïeutique, même si Socrate est quand même beaucoup plus espiègle qu'on pourrait le croire, c'est-à-dire qu'il passe par le questionnement, c'est une méthode qui consiste à dire, voilà, dis-moi ce que tu penses, dis-moi ce que tu crois, et on va voir. Dis-moi ce que tu penses du courage. Ah ben le courage, je pense que c'est l'ardeur sur le champ de bataille. Oui, mais ça c'est le courage au sens guerrier du terme. C'est pas tout le courage. Ah bon, bah dans ce cas-là, le courage, c'est le fait de ne pas avoir peur. Mais un fou peut ne pas avoir peur. Donc le fou, il est courageux, et ainsi de suite. Donc il fait sa méthode habituelle de la réfutation. Et en faisant ça, il fait accoucher son interlocuteur de sa pensée. Maïa, en référence à la déesse qui veillait aux accouchements, la mère de Socrate était elle-même sage-femme, et donc il a transposé cette idée d'accouchement des corps à l'esprit. On accouche de nos idées. Et donc l'idée, c'est de dire que par la maïeutique, on n'essaye pas d'imposer ses opinions, on essaye de prendre conscience de nos opinions et de leurs limites. Et finalement, qu'est-ce que c'est que la maïeutique ? Sinon, ce qu'on fait quand on réfléchit silencieusement et dans notre solitude, quand on réfléchit à ce que l'on pense soi-même. Notamment quand on réfléchit à des choses qu'on a pu faire par le passé et que vient le moment de faire notre examen de conscience. D'ailleurs, vous remarquez que examen de conscience, c'est à la fois au sens moral, mais c'est aussi de ce qu'il y a dans notre tête. Et l'examen de conscience, c'est de se dire, bon, qu'est-ce que j'ai mal fait ? Est-ce que je peux reconnaître que ça, je l'ai mal fait ? Parce que je le ferai différemment aujourd'hui. Donc si je le ferai différemment, c'est que je l'ai mal fait, etc. Donc quand on est dans la solitude, finalement, qu'est-ce qui favorise l'honnêteté ? C'est la solitude. C'est-à-dire quand on n'a rien à défendre vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Ben là, on est dans une démarche maïeutique à ce moment-là. Parce qu'on s'interroge, parce qu'on essaye Donc avec soi-même. Avec soi-même. De toute façon, c'est comme ça que Socrate définissait la pensée, hein, c'est le dialogue de l'âme avec elle-même. Et je crois beaucoup à ça. C'est pour ça que quand deux personnes discutent et qu'elles se font confiance l'une en l'autre, qu'elles n'ont pas peur de dire ce qu'elles pensent, ben c'est souvent là qu'elles vont le plus loin dans la mise au jour de ce qu'elles pensent vraiment. Parce qu'on n'est pas habitué à se demander ce qu'on pense. On est habitué à réagir à ce que disent les autres et on appellera notre pensée la réponse qu'on fait. Mais quand il s'agit de savoir exactement ce qu'on pense, quelle est notre identité intellectuelle, même si elle est en perpétuelle évolution, bien sûr, hein, identité ne veut pas dire figée, eh ben c'est pas si évident. Il y a des tas de questions sur lesquelles on ne sait pas ce qu'on pense. Et c'est pas grave. Il n'y a pas un devoir d'avoir réponse à tout. Et ça, c'est justement la grande leçon de Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Moi, je rajouterais, et c'est pas grave. Mais cette capacité de métacognition, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça fait le lien avec ce qu'on disait au début de l'entretien, où finalement, aujourd'hui, c'est difficile, il semble, de se mettre dans ces conditions, en tout cas de dialoguer même avec une altérité. Mais c'est aussi, paradoxalement, ce que beaucoup mettent en avant comme étant une différence de l'être humain par rapport à l'animal. Ouais. Cette capacité d'auto-réflexion sur soi-même et de métacognition, quoi. Bien sûr. Oui, parce qu'on aura beau prouver des germes de conscience animale. Moi, j'y crois. Hein, je veux dire, je fais pas partie des mécanistes qui pensent que non, les animaux sont des machines et que Comme Descartes, d'ailleurs. Oui, exactement, comme Descartes d'ailleurs. Mais disons que je pense que la conscience est un continuum, c'est un spectre, et qu'il y a un germe de conscience dans tout. En tout cas, dans tout le vivant. Là-dessus, je suis assez bergsonien, disons. Et l'être humain a cette capacité quand même d'avoir une conscience qui a conscience d'elle-même. Donc ce retour réflexif de la conscience sur elle-même. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de réflexion. La réflexion, c'est le retour. Comme on dit, la lumière se réfléchit, elle fait retour sur elle-même. Ben, l'être humain fait retour sur soi aussi.
Et effectivement, je pense que c'est ça sa spécificité. Pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi pour le meilleur et pour le pire? Le meilleur, c'est que ça dote l'être humain d'une capacité extraordinaire d'analyse, d'anticipation et de projection. C'est-à-dire que quand on a conscience de soi, on peut se projeter dans des situations et se demander si c'est une bonne chose ou pas d'aller dans ces situations, puisqu'on peut les visualiser. Hein, c'est Marx qui disait que le plus mauvais des architectes serait toujours meilleur que la plus experte des abeilles, parce que contrairement à l'abeille, il a en lui la représentation de ce qu'il fait. Voilà. Et ça, c'est lié à la conscience, cette capacité de se projeter. Et d'ailleurs, on voit que c'est une capacité qui augmente durant l'enfance, puisque l'enfant, le nouveau-né n'a même pas conscience de lui-même. Et il n'a même pas conscience des autres autour de lui, parce que pour lui, le monde, de toute façon, un enfant, un bébé, ça naît, ça voit en noir et blanc et flou. Donc déjà, ça ne voit pas grand-chose. Une mauvaise caméra, quoi. Ouais, une mauvaise caméra, c'est ça. Et donc, au début, pour lui, le monde, c'est juste un carnaval de sensations. Ce n'est que ça. Et progressivement, les contours vont commencer un petit peu à s'affiner, les couleurs à apparaître, et donc les éléments à s'individualiser. Et là, il rentre dans le monde de la séparation, où il va pouvoir séparer les objets, distinguer les objets. Bien. Donc il est dans cette conscience séparatrice observationnelle. Et à un moment donné, et ça c'est très progressif, il va prendre conscience de lui-même. Ça va passer par le stade du miroir, où il comprend que le petit point de peinture sur son nez, qu'il voit dans le miroir, en fait c'est sur son nez. Il va parler de lui, mais il va parler de lui en disant son propre prénom, etc. Donc c'est un vrai processus qui fait qu'il va accéder à la conscience de soi, à ce fameux « j'existe ». Voilà, le fameux « j'existe ». Mais donc tout ça, c'est constitutif de l'intelligence humaine. Parce qu'on devient capable d'anticiper, de mesurer et de prévoir notre propre effet sur le monde. De se dire, on peut transformer le monde. Il se trouve, comme quoi, ce que je viens de dire avant nous amène à ça, que l'être humain, c'est l'animal qui a inventé la culture. Et c'est quoi la culture? C'est la transformation de la nature. Donc l'être humain a inventé, alors au départ, l'outil, donc la technique, qui lui a permis de modeler son environnement plus facilement, à ses besoins d'abord, à ses désirs ensuite. Et puis ensuite, par un processus de perfectionnement de l'outil, aujourd'hui, on ne parle plus de technique, mais de technologie, ce qui, dans le langage courant, sous-entend une forme particulièrement évoluée et avancée de la technique. Bon. Ensuite, l'être humain, de par cette conscience, il est aussi capable de mémoriser des informations et de les transmettre par le langage. Et il invente ensuite l'écriture. Alors même avant l'écriture, la transmission orale, quand même, ça existait. Mais donc l'écriture a vraiment permis un bond en termes de progrès culturel. Quand je dis progrès, attention, c'est pas en termes amélioratifs, péjoratifs, c'est plus en termes d'augmentation. On a pu transmettre plus. Quantitatif. Quantitatif. On a pu transmettre plus d'informations, plus de connaissances, plus d'enseignements. Et donc on s'est retrouvé avec un être humain qui, au fil des générations, agrandissait sa culture, donc sa capacité de compréhension de la nature, en même temps que son pouvoir sur la nature. Hein, et c'est cette célèbre expression comment l'être humain est devenu Dieu, c'est-à-dire comment il est devenu le maître de la nature, sachant que c'était déjà le vœu de Descartes que l'homme se fasse comme maître et possesseur de la nature. Par quoi? Par son esprit. Voilà. Donc cette conscience, cette métacognition dont vous parliez, elle mène à ça. Et elle fait la différence avec le reste du règne animal. C'est pour ça que moi je suis d'accord pour dire oui, il y a une conscience animale, oui. Il y a les éléphants qui font des processions funéraires. Il y a des singes qui retournent sur les lieux de la mort de leurs congénères. Il y a plein de choses. Et si j'étais éthologue, je prendrais un plaisir immense à étudier les manifestations des formes de conscience animale. Oui. Mais là, on parle d'une forme de conscience qui amène quand même à des évolutions culturelles, à des constructions, oui, c'est ça. De la transformation du monde qui rejaillit sur nous-mêmes. Parce que
quand on transforme le monde, on se transforme soi-même. Il est évident qu'un enfant qui naît dans notre monde actuel ne deviendra pas le même qu'un enfant qui naît au Xe siècle, par exemple. Donc on transforme le monde, et en retour, le monde nous transforme, et ainsi de suite. Bon, ben ça c'est effectivement rendu possible par la métacognition qui est elle-même rendue possible à un niveau physiologique par le développement du cerveau, qui est lui-même rendu possible par notre bipédie. C'est-à-dire que c'est parce que, alors, la cause, la conséquence, je ne me prononce pas. Est-ce que c'est parce que le cerveau devenait trop gros qu'il a fallu se redresser, ou est-ce que c'est parce qu'on s'est redressé qu'il a eu la place de se développer? Mais toujours est-il qu'à un moment donné, on s'est retrouvé avec un gros cerveau et les mains libres. Et des pouces opposables. Donc ça crée un avantage, qu'on le veuille ou non. Ça crée un avantage. Parce qu'on peut tenir des objets. On peut tenir des objets. C'est-à-dire on peut créer une extension de la main qui est elle-même une extension de l'esprit. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Cette fonction désignatrice, cette fonction fabricatrice des mains. Et donc l'esprit qui va avec. C'est-à-dire la capacité d'imaginer ce qu'on va créer. Hein, c'est rare qu'on crée un truc en se disant « Tiens, qu'est-ce que j'ai fait ?» On imagine et on le fait. Voilà. Ben ça, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir de maîtrise de la nature. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'impact du monde actuel, j'entends par là les réseaux, etc., le monde de l'Internet, sur justement le développement des enfants? Est-ce que ça court-circuite des phases de développement normal qui pourrait y avoir? Là, il faudrait vraiment poser la question directement à un spécialiste, à un pédopsychiatre, à un neuropsychiatre. Moi, je vais donner juste mon ressenti, une opinion. Mon opinion, c'est que quand on s'habitue à consommer des contenus très courts, je ne suis pas certain que ça favorise la capacité de concentration et de pensée profonde. Hein, le fameux deep thinking. Je prends mon exemple, je prends l'exemple de mes élèves, de mes anciens élèves. J'étais professeur particulier pendant 10 ans et je peux même prendre l'exemple des enfants de ma famille. Quand j'étais enfant, j'arrivais à rester concentré un certain nombre de minutes sur un livre, sur un texte, mais bon, je préférais quand même regarder les dessins animés à la télé. Et à l'époque déjà, hein, pourtant je suis né dans les années 80, les dessins animés à la télé, on considérait que c'était abrutissant. Et puis s'il y avait que la télé et les dessins animés, mais il y avait les jeux vidéo. Et qu'est-ce que c'est un jeu vidéo quand on est enfant ou adolescent? C'est du mouvement, mouvement, mouvement. Ça ne s'arrête jamais. D'ailleurs, c'est très bon les jeux vidéo pour les réflexes, développer les réflexes. Hein. Les simulateurs, hein, c'est ce qu'utilisent des fois certains athlètes ou pilotes de Formule 1 ou même les astronautes. Ils font des simulations où on teste leurs réflexes. Dans le jeu vidéo, on a un petit peu ça. Bon. Mais ça ne favorise pas, là non plus, disons, la concentration, le fait de se poser. Non, ça n'aide pas. On a besoin que ça bouge. On a besoin d'activité permanente. Et maintenant, si on suit, je veux dire, l'évolution encore plus récente, eh ben, on s'aperçoit que les formats courts, les shorts, les reels, comme on les appelle, ben c'est encore plus rapide. C'est-à-dire on a un contenu, alors attention, qui peut être un contenu, je veux dire, de très bonne qualité sur un temps court, c'est possible hein, de faire des petites pastilles culturelles en 3 minutes. Mais quand même, c'est de plus en plus rapide et puis souvent avec des effets de montage qui font que, voilà, au bout de 2 secondes, il faut qu'il se passe un truc. Ben ça, j'ai pas l'impression que ce soit bénéfique pour le développement je ne vais pas dire du cerveau, parce que là, je sortirais de mon champ de compétences, mais pour le développement de l'esprit des enfants. Après, attention, hein, je suis moi-même père de famille, je vois ce qui plaît à mon fils, je sais que les enfants, d'une manière générale, aiment bien jouer avec des jouets électroniques qui font de la lumière, qui font des sons. Il faut aussi ça pour stimuler un petit peu leur sens. Mais il préférera jouer avec un jeu un peu plus à l'ancienne, ou même ce qu'il préfère faire, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs, c'est imiter ses parents. Donc c'est jouer avec les casseroles, c'est faire de la cuisine, faire de la pâte à modeler, où ils reproduisent ce que font les parents. Bon, donc il y a évidemment un attrait des enfants pour les écrans, mais il n'y a pas une fatalité à ce que l'enfant ait besoin des écrans pour s'amuser.
Après, hein, c'est sûr, c'est une question d'habitude. Hein. S'il est habitué à jouer aux écrans plusieurs heures par jour, ça va être difficile de l'en faire décrocher. J'ai entendu le cas, j'étais assez choqué de 3 adolescentes qui se sont jetées du 4e étage parce que leur père leur avait confisqué leur smartphone. Les phénomènes de dépendance et de... Voilà, phénomène de dépendance, exactement. Donc ça, c'est faire attention, je pense, à ça. Et de la même façon, je pense qu'il y a aussi une manière de donner envie aux enfants de s'intéresser à des choses un petit peu plus contraignantes si on trouve le bon axe pour les intéresser. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai eu des élèves, en cours particulier, qui n'avaient aucune motivation à apprendre. Pour la simple et bonne raison que ce qu'on leur demandait d'apprendre ne les intéressait pas. Et donc, on parlait avec leurs parents de leur orientation, de la filière qu'ils allaient suivre, etc., etc. Je pense à une élève en particulier que j'ai eue. Et cette élève, en fait, elle s'intéressait à rien, mais elle voulait faire du droit. Elle voulait être avocate. Pourquoi ? Parce qu'elle avait regardé une série avec une avocate, je ne me rappelle plus le nom de la série, et un peu à la manière du désir mimétique chez René Girard, elle s'était vue comme devenant cette avocate. C'était son modèle. Et bien, quand sa mère lui a dit, écoute, on va te mettre dans un établissement dans lequel il y a une filière ou une option, je crois, droit, comme ça tu vas commencer le droit avant d'aller à la fac, elle était tellement heureuse qu'elle a ramené des 16 et des 18 dans toutes les matières, y compris dans les matières où elle ne franchissait pas la moyenne l'année d'avant. C'est-à-dire que moi, je lui donnais des cours de français et de maths, c'était compliqué. Pourquoi la motivation? Et là, il y avait une motivation externe et interne. Motivation externe, c'est quand on fait quelque chose pour la récompense que ça va apporter. Interne, c'est quand on fait quelque chose parce qu'on a du plaisir à le faire. Au départ, c'est une motivation externe, c'est-à-dire si je ramène des bonnes notes, je vais pouvoir faire ce que j'aime. Et c'est devenu une motivation interne parce que, ayant des bonnes notes, elle était contente d'elle. Donc elle a développé une espèce de compétition avec elle-même où il fallait qu'elle continue, il fallait qu'elle réussisse. Et ensuite, ça s'est incorporé à elle. Et donc elle a pu s'épanouir grâce à ça. Donc écoutez les enfants sur ce qui les intéresse. Ce qui est dur, c'est un enfant qui dit que rien ne l'intéresse. Parce que c'est faux déjà. Parce qu'on a tous des choses qui nous intéressent, mais on n'a pas forcément conscience quand on est adolescent. C'est difficile, hein. Moi je trouve que c'est pas évident parfois pour les gamins à qui on demande de s'orienter à un âge où ils ont encore tellement tout à explorer. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas attendre qu'ils aient 30 ans pour choisir une filière. Non, puis c'est vrai que le monde aujourd'hui, l'actualité, ce qui se passe dans le monde de manière générale ne tend pas à l'optimisme. Ouais. Et donc, voilà, on a par exemple de l'éco-anxiété, on a par exemple toute une série Et donc la perspective, les perspectives sont plutôt sombres. Puis là, c'est peut-être le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, mais vous parlez beaucoup de stoïcisme. Parmi vos vidéos les plus populaires, c'est l'explication des concepts stoïques. Est-ce que là, il y a des enseignements à tirer encore pour aujourd'hui de ces philosophes antiques par rapport à la gestion un peu de ce monde difficile dans lequel nous vivons? Plus que jamais. Le stoïcisme, c'est vraiment le courant de pensée indispensable. Je suis le premier à faire attention quand on dit oui, ça on devrait l'apprendre à l'école, l'esprit critique on devrait l'apprendre à l'école, tout ça, je dis attention parce que faut pas non plus tout mélanger. Mais le stoïcisme quand même, c'est quelque chose qui nous serait vraiment utile. Parce que le stoïcisme, c'est juste, au départ, c'est juste une prise de conscience qui est toute bête, qu'on est tous capables d'avoir, qui est de se dire il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. Et je fais exprès d'utiliser le singulier, la première personne, parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. C'est général, c'est abstrait. Mais ça devient concret quand on se dit il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. Et ça passe par tous les domaines, par tous les registres et par tous les champs de gravité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas de moi qu'il fasse chaud en hiver, froid en été, que la Terre tourne dans un sens plutôt que dans l'autre. Bon, quelque part, ça je l'accepte déjà. Mais il ne dépend pas non plus de moi de vivre éternellement. Traduction, un jour, je vais mourir. C'est angoissant. C'est angoissant.
je peux soit essayer de faire un travail pour l'accepter, parce que de toute façon ça va arriver, ou soit me réfugier dans le divertissement pascalien, c'est-à-dire de ne pas y penser, de détourner mon esprit. Ça dépend de moi. Mais ça ne dépend pas de moi, de vivre éternellement. En tout cas, pour l'instant. Les transhumanistes ont d'autres espoirs. Exactement. Ça ne dépend pas de moi que la personne à qui je vais dire quelque chose le prenne mal. Ce qui dépend de moi, c'est la manière dont je vais lui dire. Bon, imaginons par exemple, vous travaillez avec quelqu'un, et puis elle fait quelque chose qui ne va pas, vous allez lui dire, ça il faudrait le refaire parce que ça ne va pas. Si la personne le prend mal, alors que vous avez l'impression de ne pas avoir été du tout agressif, et que voilà, c'est juste le boulot, eh ben c'est pas votre faute. C'est pas à vous de prendre en charge sa vexation. C'est pas à vous de prendre en charge les émotions des autres. C'est pas à vous d'anticiper ce que va se dire l'autre, ce que va penser, comment il va réagir, ou ce qu'il va ressentir. Ça ne dépend pas de vous. Et à force d'additionner ces petits « ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de vous », on s'aperçoit au bout d'un moment qu'on a fait un peu de place autour de soi. Et cette place autour de soi, c'est simplement la place de la sérénité issue de la conscience qu'on doit agir sur ce qui dépend de nous. Je ne suis pas responsable des états émotionnels des autres. Je suis responsable de mes propres états émotionnels. Si quelqu'un me met en colère, il ne m'a pas mis en colère. Je me suis mis en colère. Ou je l'ai laissé me mettre en colère. Mais en dernière instance, ça vient de moi. Je suis responsable. Alors évidemment qu'il y a des colères spontanées qu'on ne peut pas arrêter, qu'on ne peut pas contrôler. Mais ce qu'on peut contrôler, c'est est-ce qu'on va, oui ou non, entretenir cette colère. Oui, est-ce qu'on a finalement dans les mêmes situations plusieurs fois les mêmes réactions émotionnelles qui nous posent problème. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment de se rendre compte qu'on est quelqu'un d'irritable, ben, il serait peut-être pas mal d'aller voir un médecin, un psychologue, ou je sais pas moi, quelqu'un qui fait des soins, peu importe, pour se dire, tiens, je suis peut-être irritable en fait. Peut-être qu'avant d'être irrité, je suis d'abord irritable. Donc se dire que le problème vient de soi. Le stoïcisme, c'est une philosophie de la responsabilité, c'est-à-dire que les gens sont comme ils sont, et donc ils font des choses de gens qu'ils sont. Ça sert à rien de reprocher à un abruti d'être un abruti, parce qu'il restera un abruti même si tu lui reproches. Hein? Puis abruti, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours l'autre. Quand on dit les gens sont bêtes, les gens, bah pour les gens, nous sommes les gens. Donc ça, c'est la phrase de Marc Aurèle, je crois. Dès l'aurore, dis-toi d'avance, je vais rencontrer un fourbe, un envieux, un indiscret, un voleur, un malhonnête, un insolent. Et là encore, je rajouterai, et c'est pas grave. Parce que le fait de le dire, c'est déjà dire que c'est pas grave, parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Si c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu peux pas pousser le monde pour qu'il tourne dans l'autre sens. Non, tu peux pas aller dans la rue, t'as pas de baguette magique qui te permet de transformer les gens méchants en gens bienveillants, les gens bêtes en gens intelligents. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le fantasme de maîtriser le monde autour de soi et de transformer le monde selon notre désir. C'est un désir de contrôle en fait qui nous ronge, qui nous fait du mal. C'est le désir de contrôle. Et donc il y a énormément de choses, pas tout, mais énormément de choses qui nous font souffrir, non pas parce qu'elles sont des causes de souffrance, mais parce que nous les laissons nous faire souffrir, à cause de nos représentations, à cause de nos attentes. On est déçu de quelqu'un, on souffre de cette déception, mais on ne se demande pas pourquoi on avait l'attente qu'on avait envers elle. Qu'est-ce qui justifiait cette attente? C'est le cas dans les relations amoureuses, par exemple. Totalement. Énormément. Ah ben, c'est le laboratoire d'expérimentation par excellence de l'émotion, le couple. C'est magnifique. Effectivement, autant d'ailleurs dans le fait de vouloir présupposer ce que pense l'autre et ce qu'il ressent, que dans le fait de reprocher à l'autre de ne pas exprimer ou s'intéresser à ce qu'on ressent. C'est toujours... ça peut devenir des combats à mort, hein. Cette question de la reconnaissance sentimentale. Donc non, je ne suis pas responsable de tes sentiments.
Et encore une fois, je le précise toujours, le stoïcisme n'est en aucun cas une philosophie de la passivité. C'est une philosophie de la lucidité. La passivité, ça veut dire je renonce, parce qu'après tout, je peux rien faire. Non. C'est pas ça que dit le stoïcisme. Le stoïcisme dit, tu dois agir sur ce qui dépend de toi, et tu dois te désintéresser de ce qui ne dépend pas de toi. Donc oui, tu es passif sur ce qui ne dépend pas de toi, parce que ça ne dépend pas de toi. Qu'est-ce que ça voudrait dire être actif sur ce qui ne dépend pas de soi? J'ai presque eu du mal à le dire, tellement c'est contradictoire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, il faut l'admettre, ça n'a pas de sens. Donc ça ne sert à rien de s'en inquiéter, de s'en soucier, d'y penser, de s'énerver, bref. En revanche, il y a plein de choses qui dépendent de nous. Plein de choses, auxquelles on ne pense pas tellement on est occupé à penser à ce qui ne dépend pas de nous. Ben, c'est là-dessus qu'on doit agir. On doit agir sur ce qui dépend de nous. Et là, on va voir vraiment une amélioration de notre état émotionnel, affectif. Parce qu'on va se rendre compte qu'on produit des résultats. Et en fait, c'est ce déplacement d'énergie, ce déplacement d'investissement affectif vers ce qui dépend de nous, qui fait toute la différence et qui fait qu'on se sent mieux. Voilà. Après, attention, hein, nul ne possède le bouton on-off du malheur et du bonheur, de la tristesse et de la joie, de l'anxiété et de la sérénité. C'est un chemin, quoi. C'est un travail sur soi. Voilà. Et c'est facile à dire. Hein. Je suis le premier à savoir que c'est facile à dire. Mais on a besoin de l'entendre. On a besoin de l'entendre ne serait-ce que pour s'accrocher au fait que ça peut aller mieux. Voilà, ça peut aller mieux. Mais ça passe par cette prise de conscience et cette acceptation de la distinction entre ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Ça part de là. Charles Robin, nous arrivons au terme de cet entretien. On a l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nos invités. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter en conclusion. Bah écoutez, je vais juste me risquer, ce que je ne fais jamais, à une petite prospective dans les années qui viennent. On enregistre cet entretien en 2026. Donc l'année prochaine, il y a une échéance électorale importante, l'élection présidentielle. Donc on risque de voir là, sur l'année qui arrive, un grand déchaînement des passions collectives, hein, comme disait Simone Veil, et des passions politiques. Et moi qui pense que la politique est la nouvelle religion, je pense qu'on va avoir malheureusement une confirmation de ça, c'est-à-dire du fait que la religion peut conduire au fanatisme. Je pense qu'on va assister à des événements de fanatisme politique. Je ne m'en réjouis pas, mais je sais que ça va arriver. Ce sera une énième confirmation que la politique est la nouvelle religion. Et j'ose espérer qu'après, il y aura une accalmie et peut-être même un examen de conscience collective et peut-être même un retour à la modération. Charles Robin, merci pour cet entretien. Merci à vous.